Salut à tous, vous êtes bien sur une vidéo d'explication des règles de Magic Propagande. Je fais un petit edit de début de vidéo pour vous expliquer une chose simple, c'est qu'il y aura 3 vidéos d'explication des règles. Celle-ci, on va aller assez en profondeur, c'est-à-dire que si vous n'avez pas lu le livre de règles ou que vous l'avez lu mais vous ne pensiez pas avoir tout compris, vous pouvez prendre votre livre de règles et le feuilleter en écoutant cette vidéo. Ou alors si vous n'avez pas le jeu et que vous voulez avoir une idée très précise de comment ça fonctionne, c'est pareil, vous pouvez vous embarquer dans cette vidéo qui fait quasiment 2 heures pour comprendre point par point comment fonctionne le jeu. Ici ça va être long parce que on va décrire exactement comment fonctionne chaque partie du jeu. C'est-à-dire que dans le livre de jeu, le livre de règles de Magic Propagande est long pour la simple bonne raison que pour une seule situation, on a plein d'exemples. Vous voyez un exemple à droite pour jouer des cartes, juste pour jouer l'effet des cartes, un autre exemple, et ensuite un troisième exemple. Donc 3 exemples pour le même chapitre, pour la même explication, parce qu'on veut être sûr que vous ayez bien compris. Et là, il y en a même un quatrième, tiens, avec une petite alternative pour expliquer des notions supplémentaires. Donc ça va être une vidéo qui va être bourrée d'exemples. Regardez cette vidéo, c'est plus long que lire le livre de règles. Le livre de règles en une demi-heure, 40 minutes max, vraiment max, c'est fait. Je parle du mode découverte, hein, pas du mode aventure. Sachant que le mode découverte, il commence, voilà, quand je parle du livre de règles, mode découverte, il commence page 18. Donc les 18 premières pages, c'est le matériel, compter le matériel, c'est un avant-propos. Jusqu'à la page 38. La page 39, c'est le mode aventure. Donc 18 à 38, vous avez 20 pages de règles pour le mode découverte, 20 pages avec beaucoup d'exemples, et écrit assez gros quand même. Donc c'est parti, on aura 2 autres vidéos, une qui sera plus un rappel des règles du mode découverte, toujours, donc ça va être une qui sera la même chose que cette vidéo-ci, mais en beaucoup plus court, on ira en diagonale. Si vous voulez une idée générale du jeu avant de lire le livre de règles vous-même, ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, que vous voulez un petit rappel, paf, une vidéo beaucoup plus courte sera accessible. Et il y aura une autre vidéo qui fera à peu près à la taille de celle-ci, je pense, qui sera dédiée au mode aventure. Bon allez, on traîne, l'édit est terminé, je vous laisse avec la suite des explications. Tchuss! Salut à tous, salut à toutes, nous voilà sur la vidéo d'explication des règles de Magic Propagande. Elle était très attendue et la voilà, avec un peu de retard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tout le livre de règles ensemble, toute la partie découverte, et il y aura une autre vidéo pour le mode aventure. Donc on va prendre le temps de lire les pages et je vais vous expliquer oralement voilà, chaque partie du livre de règles. Ça peut être une belle introduction pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de lire des livres un peu plus volumineux. Vous allez voir que ça va aller assez simplement parce que le livre est essentiellement construit d'exemples. Donc je vous propose de ne pas perdre de temps pour ne pas faire une vidéo d'1h30 et de démarrer tout de suite. Ça va durer 1h30, désolé. Donc nous voilà sur la page d'introduction. Donc on va passer. Hop, là on a l'index. Voilà. On voit que à partir de la case spéciale, à partir d'ici là, le mode aventure à partir de la page 39, tout ça c'est le mode aventure. Donc pour l'instant on n'ira pas jusque là. Donc on passe l'avant-propos, ça vous pouvez le lire si vous voulez à la maison. Il y a tout plein de petites choses sur ce que c'est que de créer un jeu de société, les rencontres que j'ai faites, des hommages, des remerciements à des gens qui m'ont accompagné pendant cette aventure. C'était chouette, donc je vous laisse lire ça au calme si vous voulez. Magic Propagande, bienvenue dans Magicville, la ville des magiciens. Introduction au jeu. Le matériel, c'est pareil, on passe. Juste ce qu'il faut bien noter, c'est que vous avez une partie matérielle avec ce petit picto là, ce petit picto bleu avec le mégaphone qui est dédié au mode aventure. Si vous avez ce picto bleu dans vos parties découvertes, c'est que vous avez loupé le rangement. Normalement, dans votre boîte de base, dès que vous l'ouvrez, il y a une fiche pour vous expliquer comment optimiser au mieux le rangement de Magic Propagande pour pas vous emmêler les pinceaux pour vos premières parties. Donc voilà, le matos, nous ce qu'on veut c'est les règles et du matos il y en a. Le mode découverte et le mode super aventure.
enfin le mode aventure, le mode super aventure. Nous, on va se baser sur le mode découverte. Le mode de jeu le plus qui fait ressortir l'intention du jeu, c'est le mode aventure, parce que l'intention du jeu de Magic Propagande, c'est l'épiphanie, le sentiment de toujours redécouvrir le jeu, et donc c'est axé sur la rejouabilité. Mais avant de dompter le bousin, le mieux c'est quand même de faire des parties tranquilles en mode découverte. Donc, mode découverte. Cette page ainsi que les suivantes sont consacrées au mode découverte de Magic Propagande. Préparez-vous à réveiller le propamage qui sommeille en vous. Notez que, dans le mode découverte, vous n'avez pas besoin du matériel spécifié à la page 12 et 14. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a sur le visuel de la page 18, c'est la mise en place en fait du plateau de jeu. On peut voir les 8 tuiles qui constituent Magicville, ici là dans le 1. De toute façon elles sont expliquées à côté. On a donc dans le 1 placé les 8 tuiles format Magicville façon à créer 4 étages de 2 tuiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une boîte avec moi, comme ça je pourrais vous montrer. Et voilà la fameuse boîte de Magic Propagande. Là c'est la numéro 22. Elles sont toutes numérotées. Et ouais, voilà, quand vous ouvrez le jeu, vous avez ce petit texte qui vous explique comment ranger votre boîte au mieux. Comme il y a beaucoup de matos dans une petite boîte. Ça, c'est le fameux livre de règles que nous allons parcourir ensemble. Vous avez une première page. Normalement, ici, on va revenir ensemble. On va revenir de... Blablabla. Pip, pip. Je vais beaucoup cafouiller pendant cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Voilà. Je m'excuse par avance. Donc, vous avez une première page qui ressemble à ça. Hop, tac. Sans doute, c'est parce que malheureusement, il y a eu quelques petites erreurs de fichiers lors de l'impression de ces 120 premières boîtes. Donc, il y a une petite règle qui manque, page 19, on va voir ça tout de suite, et il y a un visuel qui n'est pas le bon. Rien de bien grave, mais vous avez une annexe compris dans votre livre de règles, qui est cette page-là. Hop, avec une carte collector normalement. Et pour m'excuser. Et voilà. Donc comme on disait, ça c'est l'installation du matériel. Installer la table de jeu comme ci-dessous. Donc en 1, on a les tuiles. Vous avez un petit bloc comme ça. Et les tuiles, elles ont deux faces. Elles ont une face avec le petit logo du mégaphone. Donc ça c'est pour le mode aventure. Nous on prend toutes les tuiles sans le logo mégaphone. On voit on les pose dans cet ordre-là. Vous voyez, c'est le dragon de la finance, puis le conseil d'en haut, puis la technocité, le sous-marin des reptiliens, comme dans l'ordre affiché ci-dessous. Vous pouvez vous amuser à modifier l'ordre, ça peut être rigolo, j'ai déjà fait des variantes, mais l'ordre ci-dessous a été optimisé pour créer certaines situations tactiques. En 2, à côté, vous avez pareil, des petites tuiles qui sont les tuiles qui définissent les quartiers. C'est là où on va poser nos petites affiches de propagande plus tard. Donc pareil, vous voyez, on les met l'une à côté de l'autre. On doit se retrouver avec quelque chose comme ça par la suite. Paf. Donc on reproduit avec les tuiles le schéma qui se trouve page 18. Ensuite, en 3, vous voyez que là, il y a 4 pioches. En fait, il y a une pioche par quartier. Normalement, c'est pareil. Vous avez... Hop, hop. Je déballe en même temps. Les pioches qui sont les unes à côté des autres dans la boîte. Donc vous avez la pioche de la technocité que vous mettez en face de la technocité. Là, c'est celle-ci, dans la zone marron. La forêt des ouvriers, c'est pareil. Vous la mettez au niveau de la forêt des ouvriers. Et chaque quartier a sa propre pioche. C'est important de les placer bien à côté. Ça va vraiment fluidifier la partie plutôt que de les mettre n'importe où. En 4, on a quoi? C'est juste 4 cartes. C'est le conseil d'en haut. C'est pareil, vous prenez les 4 cartes qui sont là. Alors verso, c'est pareil, c'est un mode avancé. Vous avez des sorcières, vous avez Monachelé, tout ça. Vous prenez la base simple, juste avec le zeppelin. Et vous les placez comme ça, au-dessus de votre plateau. Et en 5, vous avez un petit plateau comme celui-ci. Hop. C'est pareil, au verso, c'est le propapoulpe. Vous prenez pas ça, vous prenez le sous-marin reptilien. Et avec le sous-marin reptilien, vous voyez qu'il y a 4 petites encoches. On va voir plus tard comment ça fonctionne. Tout ce qu'on est en train de mettre en place, juste mettez-le en place. Et
et on avise ensuite. Le sous-marin reptilien, on l'expliquera vraiment tout à la fin, si mes souvenirs sont bons. Sur ce sous-marin, vous avez vous avez un petit sachet comme ça, d'une couleur différente, dans lequel vous avez des pions, des choses comme ça. Et dans ce petit sachet, vous avez un petit paquet de cartes avec une antenne dessus. Et de l'autre côté, il y a des ressources, des télévisions, de l'or. Vous les prenez. Et ça, c'est le petit paquet qui va avec le sous-marin des reptiliens. Et c'est les petites cartes qu'on voit là, qui sont des cartes d'amélioration de revenus. Donc, mise en place du matériel, on reproduit la mise en place qui est sur le plateau. On pose ces petites tuiles de quartier. On voit qu'il y a des couleurs, bleu, marron, rouge, vert. Et pour les daltoniens, il y a même des petits logos, triangle, carré, rond, losange, tout ça. Dans l'angle supérieur gauche des tuiles. Donc on va relire ça ensemble. Placez les 8 tuiles format Magicville. Vous créez les 4 étages de 2 tuiles ayant un contour de la même couleur, comme indiqué sur l'image dédiée, l'image précédente. Placez les tuiles sur leur face découverte. Les faces aventure sont signalées avec le pictogramme du mégaphone, comme j'étais en train de vous dire. Respectez l'ordre des couleurs. Haut, étage bleu, en dessous, étage marron, etc. C'est ce qu'on a vu ensemble. Ça, je vous laisse le lire. Placez à gauche l'étage de chaque étage, la tuile quartier, qui correspond à la couleur. Placez à droite de chaque quartier la pioche correspondante au quartier, comme on vient de voir. Placez les 4 cartes elfes d'en haut. Donc, c'est les cartes avec les petits zeppelins. Celles-ci, on les trouve dans ce paquet initial, normalement, de mémoire. Ouais, elles sont en bas. En bas, vous allez avoir des cartes Merlin. On va l'ouvrir. En bas de ce paquet, vous avez votre pioche Merlin. D'ailleurs, votre pioche Merlin, vous allez devoir la mettre quelque part aussi. Donc, vous pouvez la sortir et la poser à côté du plateau. C'est très bien. Et au-dessus de la pioche Merlin, normalement, vous avez vos 4 cartes. Vos 4 cartes Zeppelin. Et au dos des cartes Zeppelin, on a les sorcières, Mona Cholet, Virginie Despentes, etc. Donc vous les mettez face Zeppelin, comme indiqué ici. Ensuite, placez sur la piste du sous-marin reptilien. Donc cette piste-là, vous placez 4 tuiles. Donc vous allez mélanger ce petit paquet qu'on a pris dans le petit sachet où il y a les pions. Le petit sachet, il y a les tuiles dedans. Vous prenez ce petit paquet. Et vous placez 4 tuiles amélioration de revenus. Alors je vous conseille de les mélanger, elles sont rangées de base. Vous les mélangez et vous en placez 4 au hasard. Et vous mettez celle restante face cachée à côté. Numéro 5, placez la piste... Non, ça c'était bon. Ensuite, on distribue un plateau joueur. Alors il y a tout un petit pamphlet sur l'écriture inclusive au début du livre de règles. Joueur désigne joueurs et joueuses dans ce livre de règles, pour faire plus simple. Donc vous distribuez un petit plateau comme ça à chaque joueur, ou à chaque joueuse. Et vous distribuez également un petit plateau militant par quartier, un petit plateau de récolte des militants à chaque joueur et à chaque joueuse. Donc on l'a là. Ensuite, chaque joueuse va devoir avoir un petit pion joueur. Donc vous prenez un propamage de votre choix, il y en a 4, jaune, vert, bleu, rouge, et vous allez prendre un petit socle en plastique, hop, et venir le clipser, comme ça, et là vous avez votre pion pour jouer au jeu, qui va vous permettre de vous déplacer sur le plateau de jeu. Rien de bien révolutionnaire de ce côté-là. Tac, 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 et on commence la partie. Avant de commencer la partie, tout le monde va placer son joueur, comme est écrit ici. Chaque joueur place son pion propamage sur la tuile centre de rééducation, qui est la case rouge. C'est écrit dessus. C'est celle-ci. Tac. De l'autre côté, il y a le train du goulag. Donc vous posez vous mettez la mise en place comme indiqué. Pardon, on n'a pas trop. Comme indiqué ici. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis au niveau de la mise en place. Hein. Vous lisez, vous faites les choses en ordre. Vous placez vos pions propamage sur la bonne tuile. Et vous donnez le pion premier joueur. Donc le pion premier joueur, c'est celui-ci. Et vous pouvez également lui donner, normalement, vous avez un petit socle en trop. Juste pour lui, vous le donnez. C'est pas un pion qui va déplacer sur le plateau. C'est juste pour indiquer que c'est lui le premier joueur. Il le met à côté de son plateau de propamage. Et on saura que c'est lui. Ça aura un impact sur le jeu et ça peut changer de main au cours de la partie.
Donc le premier joueur dans Magic Propagande, c'est celui qui a le plus gros salaire brut autour de la table. Je vous laisse gérer les conflits de valeurs autour de ça. Si vous voulez trouver une autre méthode pour désigner le premier joueur, vous le faites en fait. Le jeu vous appartient maintenant. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Je vous recommande également de distribuer une aide de jeu à chaque joueur, chaque joueuse. Les aides de jeu sont constituées de la façon suivante. Il y a un rappel de la fonctionnement des tours d'un côté et il y a un rappel du système de score de l'autre. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant aller voir le petit correctif parce que c'est ici qu'il y a une petite tuile. Vous avez mis en place le jeu, vous êtes prêt à jouer, mais en fait non. Correctif de règles. Ça c'est la fiche que vous avez dans le livre de règles et à la fin de la page 19, la règle de constitution de la main de départ est absente. Constitution de la main de départ, parce que pour commencer à jouer au jeu, il va vous falloir des cartes en main. Vous allez en avoir 6. Vous ne pouvez jamais, en aucun cas, avoir plus de 6 cartes. Avant le début de la partie, le premier joueur pioche 2 cartes. Donc le premier joueur, c'est celui qui a le pion premier joueur. Vous avez 4 pioches, on est d'accord? Vous avez 4 pioches qui correspondent à 4 quartiers. Le premier joueur choisit un des 4 quartiers et va piocher 2 cartes dans ce quartier. Donc 2 cartes dans la même pioche. Puis le prochain joueur va choisir un des 4 quartiers, piocher 2 cartes dans ce quartier, etc. Une fois qu'on a fait le tour, on revient au premier joueur. Il choisit à nouveau un quartier, celui qu'il veut. Il repioche 2 cartes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait 6 cartes en main. On ne peut jamais avoir plus de 6 cartes. Donc vous comprenez que vous avez 6 cartes en main, même si vous avez pris un quartier différent à chaque tour, comme il y a 4 quartiers, et que vous avez pu faire que 3 tours, parce que 3 fois 2, 6, il y a forcément une couleur que vous n'avez pas, une couleur de quartier. Si vous débutez au jeu et que vous voulez un petit tips, hein, on profite des règles aussi pour ça. Simple, si vous débutez au jeu, le challenge pour vous, ça va être de poser des affiches de propagande assez rapidement, je pense. Essayez de choper ces cartes-là, de la propagande magique, pour commencer. Et vous allez avoir des cartes peut-être comme ça, Envoûtement des bienheureux. On a 2 pictogrammes. Et ces 2 pictogrammes, une fois que vous aurez compris les règles, vous vous indiquez ce que vous allez vouloir piocher par la suite. Voilà. Petite astuce, si vous débutez, allez d'abord chercher les centres, au moins 2 cartes du centre de propagande magique. Mais vous faites ce que vous voulez, il y a d'autres façons de jouer, bien sûr. Donc voilà, continue jusqu'à ce que tout le monde ait 6 cartes en main. À la fin de cette phase, les joueurs ne peuvent avoir, voilà, ça on l'a expliqué. Dans le premier exemple, voilà, et ça c'est le premier exemple, on verra ça tout à l'heure. Petite édite sur la mise en place, on va prendre de l'avance sur l'explication des règles, ça sera quelque chose qui sera expliqué plutôt en fin de vidéo, mais tant qu'on y est, la case Merlin, le petit pion Merlin, qui est dans le jeton jaune, placez-le sur la tuile en haut à gauche, qui constitue Magic City. Donc ça doit être le dragon de la finance. Vous placez la tuile Merlin sur la case dragon de la finance. Et on expliquera en fin de vidéo comment fonctionne la tuile Merlin. C'est dans la phase de Merlin. On va d'abord faire la phase des joueurs, qui est la plus longue. Ensuite, on va faire la phase de revenu, qui est beaucoup plus courte. Et ensuite, la phase de Merlin, qui se fait en 2 secondes, quoi. Allez, à toutes. Alors, les ressources et les plateaux joueurs. Vous avez donc votre plateau de propamage en face de vous. Chaque propamage dispose de jetons d'une même couleur. Donc dans ce petit truc de votre petit sachet, vous avez 4 couleurs de jetons. Chacun prend les jetons de sa couleur et pourra les disposer de la façon suivante. Sur le plateau, vous avez plusieurs ressources. Elles sont toutes à double tranchant. On verra ça plus tard. Sur la jauge de médiatisation. 2. C'est écrit là. Vous mettez votre curseur à 4. Vous commencez avec 4 de médiatisation. Sur la jauge d'or, c'est pareil. C'est 4 aussi. Donc il y a une jauge des dizaines et une jauge des unités. Donc la jauge des dizaines est à 0, la jauge des unités est à 4 pour l'or. Le civisme, vous commencez à 5, c'est votre permis à point de la morale. Donc hop, vous mettez votre petit curseur à 5, voilà, vous êtes un propamage bien éduqué. Vous commencez avec tous vos points de permis à point de la morale. La jauge de Bad Buzz, qui est en bas, vous commencez par mettre votre petit curseur sur le logo du Bad Buzz. C'est à 0. Et vous montrez plus tard dans la partie. Vous avez ici un récap, vous avez ici une introduction des ressources des propamages. Donc dans Magic Propagande, toutes les ressources sont à double tranchant, on verra ça après. Vous avez souvent une bonne raison de les dépenser, mais parfois aussi vous aurez une bonne raison de ne pas les dépenser. C'est à vous de voir. Les paliers de revenus, cette zone, donc les paliers de revenus, c'est la zone au-dessus de la médiatisation. Hop, vous avez votre médiatisation, au-dessus on voit qu'il y a des paliers de revenus. Ces paliers sont
caractérisés par les points de la jauge. 0, 3, 6, 9, c'est en vert, parce que c'est points d'activation des paliers. Si vous êtes à 6, vous avez activé les 3 premiers paliers. Si vous êtes à 2, vous êtes bloqué au premier. À 5, vous avez les 2. Et hop, dès que vous passez à 6, vous avez les 3 premiers. On verra comment fonctionnent les revenus quand on sera sur le chapitre des revenus. Mais en gros, vous allez gagner tous les revenus que vous avez activés. Donc plus vous avez de médiatisation, plus vous allez toucher de revenus. Donc vous allez vouloir souvent en dépenser sans désactiver le palier en cours, sans désactiver vos paliers parce que vous allez perdre des ressources à la fin du tour pour la phase de revenu. Donc voilà, le niveau de médiatisation, cette jauge représente votre niveau de médiatisation. Veuillez éviter de tout dépenser sous peine de voir vos revenus fondre, voire page 30. Donc on verra ça tout à l'heure. Notez que cette jauge est limitée à 11 cases. Donc il est vrai que la médiatisation ne va que jusqu'à 11. Vous voyez que le 12, c'est un logo Bad Buzz qu'on retrouve ici. Ce qui se passe quand vous êtes à 11, c'est que si vous devez gagner de la médiatisation, des petites télés, vous gagnerez à la place un Bad Buzz. Donc quand vous gagnez un Bad Buzz, vous montez sur la jauge et vous gagnez la ressource, vous activez l'effet de la case sur laquelle vous passez. Si vous êtes à 11 et que vous passez sur une télé, ça vous fait gagner une télé que vous ne pouvez pas gagner, donc vous regagnez un Bad Buzz. Si je dois gagner 1, je fais 1 et 2 du coup. Niveau de médiatisation, tac tac tac, la réserve d'or, elle va jusqu'à 39. On verra plus tard que si vous avez plusieurs dizaines de thunes, ça pourra vous aider à faire du score. Le Bad Buzz, cette jauge représente votre niveau de Bad Buzz. Il y a plusieurs façons d'obtenir du Bad Buzz, notamment en vous faisant agresser par des corrigans syndicalistes et autres sortilèges de prolétaires. On verra ça plus tard également. C'est une petite introduction, pour pas que vous soyez perdu. Le permis à point de la morale, on verra ça également. Le permis à point de la morale, en fait, vous commencez à 5 parce que vous êtes bien éduqué. Vous allez avoir des occasions de dépenser du civisme pendant la partie. Si vous le faites, n'oubliez pas de remonter en civisme avant la fin de la partie, parce que celui-ci est rattaché à un système de score. Si vous finissez la partie à 4, c'est pas trop grave, il n'y a qu'un point de victoire de différence entre 4 et 5. Après, 3, 2, 1, ça commence à être plus gênant, et 0, n'en parlons pas. Et le score aux ressources, on verra ça pendant la page 34-35. Le score aux ressources, c'est le petit rappel qui est ici. Voilà, qui vous rappelle comment fonctionne le score aux ressources. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà, en gros, vous avez vos ressources de présenter brièvement, mais on va revenir dessus tout au long des explications. Déroulement d'une partie, ça y est, on rentre dans le dur, on rentre dans la partie de Magic Propagande. Chargez vos baguettes d'arguments politiques, soyez prêts à faire apparaître des bulletins de vote par magie. Nous allons rentrer dans le vif du sujet en regardant comment se structure une partie de Magic Propagande. Alors sur vos aides de jeu, vous avez le déroulement d'un jour de campagne. Alors ce qu'on appelle un jour de campagne, c'est un tour global. Hop, c'est-à-dire tous les joueurs vont jouer leur tour. On va faire la phase de revenu de tout le monde et ensuite il y aura la phase de Merlin. Et une fois qu'on a tout joué, et ben ça c'est un jour de campagne. La campagne dure une semaine, 7 jours. Et donc voilà. Nous allons détailler ces différentes phases. Donc tour de joueur, phase de revenu, phase de Merlin. Je ne fais pas tout faire, puis ensuite mon voisin va tout faire, etc. On va tous faire notre tour de joueur, ensuite on va tous faire notre phase de revenu, et ensuite on va tous faire notre phase de Merlin, tout simplement. Si on a un doute, on a l'aide de jeu. Tour des joueurs. Tous les joueurs vont jouer leur tour dans le sens horaire. Pas besoin d'expliquer plus que ça. En commençant par le premier joueur, celui qui a le petit jeton comme ça. Tous les joueurs vont faire leur tour. On va voir comment se structure un tour de joueur. Dans l'aide de jeu, il y a le déroulement d'un tour de joueur. Tu peux jouer des cartes, on va se tutoyer, je vais essayer de vous tutoyer, ce sera peut-être plus simple. Tu peux jouer des cartes, vous pouvez jouer, je ne sais pas, je ferai faire un tutoiement, un vouvoiement mélangé pendant cette vidéo. Donc vous pouvez jouer des cartes n'importe quand pendant votre tour, tant que vous n'êtes pas arrivé à la phase de pioche. On voit qu'il y a 3 phases, déplacement ou grève, effet de case, pioche. La pioche détermine la fin de votre tour. Une fois que vous avez pioché, pas pioché en ayant des effets de carte, une fois que vous avez activé votre phase de pioche, vous pouvez plus jouer, votre tour de jeu est terminé. Donc je peux jouer des cartes et me déplacer, puis rejouer des cartes avant l'effet de la case. Ou je peux me déplacer, puis jouer des cartes, puis avoir l'effet de la case, puis jouer des cartes, puis piocher.
je joue des cartes entre n'importe quelle phase qui se trouve avant la pioche. On va voir comment se passe le déplacement, comment on joue des cartes, comment s'active l'effet de la case, tout ça. On va voir tout ça très lentement, l'un après l'autre. Jouer des cartes. Savoir comment tirer parti des cartes que l'on a en main est la clé de la victoire. Ça, c'est très très vrai, c'est vraiment la chose de base dans Magic Propagande. On va voir comment elle fonctionne. Vous voyez que chaque pioche a un type de carte différente et que chaque type de carte a un pictogramme. Là, ils sont notifiés, ils sont dans un petit encadrement. Ça se trouve là. C'est un pictogramme qu'on va retrouver recto et verso. Ça va être important pour la suite parce que ça va nous permettre d'utiliser nos pioches, nos cartes comme des ressources. Donc là, on a un seau en haut à gauche des cartes qui est recto et qui est verso. Et ces seaux servent de ressources. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la partie où on va nous demander de sacrifier des seaux. Ça veut dire qu'on pourra sacrifier des cartes de notre main pour activer des effets. C'est toujours gratuit de sacrifier des seaux. Hein. Puisqu'on sacrifie la carte, on la sacrifie comme si c'était une ressource. Ils peuvent être demandés d'en défausser certains pour activer des effets. Voilà, comme je viens de vous l'expliquer. Les informations présentes sur une carte sont les suivantes. Donc en 1, on a le sceau de la carte. Il y a un sceau par quartier, donc chaque pioche a son propre sceau. En 2, on a sa valeur de déplacement. C'est pareil, il y a 4 types de déplacements différents. Chaque pioche a son type de déplacement. En 3, on a le coût de l'effet. Alors attention ici, le coût de l'effet n'est à prendre en compte que si vous jouez l'effet. Si vous jouez la carte pour son sceau ou pour son déplacement, le 1 ou le 2, vous ne payez pas le coût. L'effet, il est en 5. Donc le 4, c'est le titre de la carte. Le titre, voilà, elle a un petit nom, c'est mignon. En 5, on a l'effet, et en 6, on a l'effet optionnel. Donc si je la joue pour son effet, je paye le coût en 3, ici une télévision. J'applique son effet en 5, et je pourrais appliquer son effet secondaire. Pour son effet optionnel. Cette page est la deuxième et dernière page qui contient une petite erreur de mise en page. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, sans faire exprès, j'ai un peu fusionné deux docs de PDF. Et il y a 2 pages qui sont pas bonnes dans le livre de règles, où il y a une erreur. Ici, c'est pas cette carte qui est censée être représentée. Hop, on vient là. C'est celle-ci. Donc vous pouvez lire cette session du livre de règles en ayant ça en tête. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires, d'effets optionnels. On verra les effets optionnels un peu plus tard. Le reste ne change pas à part le coût. Là, c'est une télé. Et en fait, du coup, c'est une carte. Cette valeur-là, c'est une carte. Cette valeur-là, c'est une télé. Donc, on va garder ça en tête. D'ailleurs, on va peut-être faire... Hop. Comment on peut faire ça? Alors, on va la faire comme ça, celle-ci. Vous avez bien en tête que c'est cette carte-là, du coup, qui devrait se trouver ici. C'est ça le petit souci. Encore une fois, je m'excuse. C'est vraiment un premier jeu, une petite série, une construction très amateur. Ça a été fait à l'ESAT à Poitiers, à côté de chez moi. 120 boîtes, assemblage à la main, à la maison. Donc ouais, il y a eu 2 erreurs. Franchement, ça aurait pu être pire. Donc, lorsqu'on parle de jouer une carte, je lis la page. Lorsqu'on parle de jouer une carte, de jouer des cartes dans Magic Propagande, cela veut dire jouer des cartes pour leurs effets. C'est le petit 5. Ça veut dire que c'est l'encadré en bas. Donc pour jouer les cartes pour se déplacer ou pour leur picto, on va voir ça ensemble un peu plus tard. Là, on va voir jouer l'effet d'une carte. Il y a 3 façons de jouer une carte. Se déplacer, la jouer pour son saut de quartier ou pour son effet. Donc si je la joue pour son effet, je dois payer son coût. Son coût, on l'a vu là dans le corrigé, c'est une carte. Donc dans l'exemple ci-dessus, vous devez payer une carte. Donc c'est-à-dire que je prends une carte de ma main, n'importe laquelle, et je la défausse. Donc défaussez une carte au choix de votre main, puis ensuite la carte aura l'effet de la case sur laquelle vous vous trouvez. Donc celle qui est défaussée, je ne peux pas m'en servir, hein, c'est mort. Là, une fois que j'ai payé le coût, l'effet de la carte que je viens de jouer, l'inauguration donc, c'est écrit cette carte a l'effet de la case sur laquelle vous vous trouvez. Donc imaginons que je suis sur une case qui rapporte 4 d'or, dragon de la finance. Je suis sur la case dragon de la finance, je joue cette carte, je joue inauguration, donc je défausse une carte de ma main en plus de jouer inauguration pour activer son effet, et je vais gagner 4 d'or. Une fois que j'aurai fait ça, la carte inauguration, elle part aussi à la défausse. Je ne peux pas la jouer pour me déplacer et pour activer son effet. Si je l'avais jouée pour me déplacer, elle irait à la défausse et je ne pourrais pas la jouer pour son effet.
Donc je récapitule, j'ai joué Inauguration, je défausse une carte de ma main parce que c'est son coup, comme on le voit ici. Et ensuite j'active son effet qui est l'effet de la case sur laquelle je me trouve. Ensuite Inauguration est défaussée, je pourrais ni l'utiliser pour son picto, ni pour me déplacer. Voilà en gros ce qui est expliqué ici. La plupart des cartes ne comportent pas de texte, mais un ensemble de pictogrammes. Inauguration est une des rares cartes qui comporte du texte. C'était important d'en montrer une. Nous allons voir comment lire ce type de carte, comment lire des cartes à pictogrammes. Donc là, on remonte, hop, on peut remettre ça en plein écran et ça y est, il n'y aura plus d'erreur dans le livre de règles. Donc là, on a la carte Zbigniew le Somptueux, je vous laisse trouver la référence, elle est pas très complexe, c'est de la littérature du cinéma, à vous de voir. On note que la zone d'effet de la carte est divisée en deux parties. En effet, vous voyez, c'est un peu comme Abracadabra langue de bois, il y a une zone d'effet, le 5, qui est l'effet de la carte, et il y a un encadré, qui est un effet optionnel. Cet effet optionnel, on n'est pas obligé de faire. On n'est pas obligé de le faire. C'est-à-dire que si je joue une carte, si je joue Inauguration pour son effet principal, enfin, que je joue pour son effet, pas pour me déplacer ni pour le picto, si je joue Inauguration pour son effet, je paye donc une carte, je paye son coût, j'active son effet, et voilà, je peux m'arrêter là. Si je joue Zbigniew le Somptueux, là on voit que la carte coûte une télévision, je peux la jouer, je paye une télévision, je gagne 4 d'or, je la défausse et je m'arrête là si je veux. Par contre, si j'en ai envie, je peux utiliser son effet optionnel, une fois que l'effet principal a été joué. Son effet optionnel, il dit quoi? Les effets se trouvent dans l'encadré comme ci-dessous, sont optionnels, et vous n'êtes pas obligé de les jouer, c'est ce qu'on a dit. Déjà, le coup, voilà, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Donc on joue l'effet principal, elle nous fait gagner 4 d'or, et l'effet optionnel nous dit, je peux sacrifier un picto-nuage, vous voyez, là il y a le petit picto-nuage qu'on retrouve ici, et une télévision pour gagner 4 d'or, et une médiatisation pour gagner 4 d'or. Donc ce qui se passe, c'est que je dois sortir une carte de ma main. Zbigniew le Somptueux que je viens de jouer, il a un petit nuage, mais comme il a été joué, je ne peux plus l'utiliser comme une ressource. Donc je prends une carte de ma main qui a le picto-nuage, je la défausse, je paye un médiatisation, donc je baisse de 1 cran sur mon plateau propamage, et je gagne 4 d'or. C'est bien important parce que là, c'est le seul, ce chapitre-là, c'est le seul qui est un peu, des fois, coton, pour des joueuses qui n'ont pas l'habitude de ce type de système. Et une fois qu'on aura expliqué ça, tout le reste, c'est vraiment très très simple, très très bateau. Donc, je veux utiliser l'effet optionnel de Zbigniew le Somptueux. Je dépense une petite carte qui a le picto nuage en haut à gauche. Je dépense une télé, un niveau de médiatisation. Pas un palier, hein, juste un cran, je baisse de 1. Et je gagne 4 d'or. Le pictogramme 1 qui est en haut à gauche de l'encadré dit que je peux faire cette action une fois seulement. S'il y avait un 2, je pourrais sacrifier un nuage, payer une télé et gagner 4 d'or, puis à nouveau resacrifier un nuage, payer une télé et gagner 4 d'or si je voudrais. Ou je le fais pas si je veux pas. La flèche représente ce qu'on gagne en fait. On dépense ça pour aller vers ça. Donc on dépense une télé, un nuage pour gagner 4 d'or. Pour payer le nuage, il faut se défausser une carte de sa main ayant ce pictogramme, en haut à gauche. Et l'effet optionnel de cette carte est donc défausser un saut nuage, payer une médiatisation et gagner 4 d'or. Je pense que là, on l'a assez répété. Je pense que c'est passé. Donc je joue Zbigniew le Somptueux. On récapitule, parce que ça c'est important. Je joue Zbigniew le Somptueux. Je paye une télé et je gagne 4 d'or. Ça c'est son effet principal. On voit le coup en 3, c'est une télé chez Zbigniew. Et l'effet principal, c'est gagner 4 d'or en 5. Mais il a en 6 un effet optionnel qui dit un nuage et une télé contre 4 d'or supplémentaires. Je décide de le faire, je défausse une carte avec un nuage, je paye une télé supplémentaire et je regagne 4 d'or. C'est simple. Une fois que ça s'est fait, Zbigniew le Somptueux est défaussé. Et je pourrais plus l'utiliser pour se déplacer, pour son effet principal. Je pourrais plus l'utiliser, je l'ai plus. Donc là, rien qu'en la jouant, j'ai perdu 2 cartes. J'ai perdu Zbigniew le Somptueux, plus la carte avec le nuage que j'ai défaussé pour avoir les 4 d'or supplémentaires. Et je récapitule, je répète une dernière fois, on joue l'effet principal, donc une télé pour 4 d'or, l'effet optionnel, on n'est pas obligé de le faire. C'est situationnel, soit on le veut pas en fonction de notre stratégie, la situation dans laquelle on se trouve.
Allez, on avance, page 24. Oui, je voulais être bien sûr que vous ayez compris le système pour jouer des cartes. En fait, je voulais être bien sûr que le jeu soit accessible. Donc j'ai mis plein d'exemples. Là, on a une carte ouvrier de cils. On voit qu'en bleu, il n'y a pas de coup. S'il n'y a pas de coup, ça veut dire que vous pouvez la jouer gratuitement. Vous la jouez pendant votre tour. Elle vous coûte rien. Et elle vous rapporte 2 d'or. Ça peut être pratique. Elle vous rapporte 2 d'or. Si vous la jouez pour vous gagner 2 d'or, vous pouvez vous arrêter là. Vous ne pourrez plus l'utiliser pour vous déplacer et tout, hein, bien sûr. Vous la défaussez, vous gagnez 2 d'or en gros. Elle a un effet optionnel où vous allez changer cette fois-ci 2 pictogrammes, donc 2 cartes de votre main, pour gagner 4 d'or. Là, on a même un petit exemple. Je peux par exemple défausser ces 2 cartes et on monte 2 cartes qui ont ces pictogrammes pour activer l'effet optionnel. J'ai bien insisté hein, sur les exemples. Vous les retrouvez page 22, 23, 24. Vous devriez vous en sortir sans problème. Armée de commerciaux. Là, on a une carte qui coûte 2 cartes. Donc, c'est pour vider sa main un peu. On va gagner 4 d'or et une carte. Voilà. On va reconstituer un peu sa main. L'effet optionnel dans cette carte-là, ce que je voulais montrer, c'est qu'il est activable 2 fois. Certains effets optionnels peuvent être joués plusieurs fois. On voit qu'il y a un 2 entre les flèches. Ici, le joueur peut payer 1 de civisme. Le civisme, il est là. C'est votre permis à point de la morale. Vous allez perdre des points de victoire. Pour obtenir une récompense. La récompense, en l'occurrence, c'est 2 pièces d'or plus une carte. Une carte que vous allez piocher dans un des 4 quartiers de votre choix. Mais ça, on va pouvoir le faire 2 fois. Donc, si vous voulez, vous pouvez perdre 2 de civisme pour gagner 4 d'or au lieu de 2 et piocher 2 cartes au lieu de 2. J'ai mis en rouge, il est normal que vous ne compreniez pas encore instinctivement tous les pictogrammes présents sur les effets des cartes. Ça va venir en jouant. D'expérience, une partie de Magic Propagande, il faut 3 tours de jeu complets pour que les joueurs soient complètement à l'aise et qu'ils posent plus trop, qu'ils tâtonnent plus trop et qu'on gagne en fluidité. Donc au bout de 3 tours, ça sera bon, les pictos seront en main. Au début, ça fait beaucoup de pictogrammes. Vous avez des aides à ce sujet. 2 aides de pictogrammes qui sont ici. Recto, verso, qui récapitulent l'ensemble des pictogrammes les plus coton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le logo or ici, il n'y est pas sur l'aide parce que c'est une ressource, c'est brut, c'est facile à comprendre. Je me suis concentré sur les pictogrammes un peu plus complexes. Allez, on continue avec les cartes agressives. Page 25, un petit coup de café quand même. Il est froid. Les cartes agressives sont le fer de lance de la lutte ouvrière. Nous allons plus spécifiquement explorer le fonctionnement particulier des cartes de la forêt des ouvriers. Là où rôdent les corrigans syndicalistes et autres revendications magico-socialistes. Alors, toutes les pioches de Magic Propagande, il y en a 4, les principales, une par quartier, ont une thématique. Celles de la forêt des ouvriers sont que des cartes agressives, c'est que des cartes d'interaction directe avec les autres joueurs. C'est écrit là, toutes les cartes de la forêt des ouvriers sont des cartes d'interaction. Quand il y a une petite main rouge, là on voit malédiction burn-out, lorsqu'il y a une petite main rouge sur un pictogramme, ça veut dire voler 1 de médiatisation. S'il n'y a pas la main rouge, juste la télé, ça veut dire gagner 1 de médiatisation. S'il y a la main rouge, ça veut dire vous le volez. Un joueur ou une joueuse qui, elle, va perdre 1 et vous allez gagner 1. Donc cette carte me permet, sans payer le coup, on voit qu'elle n'a pas de coût. Malédiction Burnout, elle n'a pas de coût. Elle est gratuite à jouer. Sans payer de coût, je peux voler 1 de médiatisation à n'importe qui. Je cible un joueur. Quand je joue une carte agressive, il faut bien... c'est beaucoup plus fluide comme ça. C'est je nomme le joueur que je cible. Allez, Gérard, je te vole 1 de médiatisation. On regarde. Gérard, il peut se défendre. On verra plus tard, il y a des cartes défensives. Si Gérard se défend pas... S'il se passe rien autour de la table, alors il me donne 1 de médiatisation. Il y a un effet secondaire. On voit qu'il y a un effet optionnel plutôt. Je ne suis pas obligé de le faire. Je peux juste lui voler une télé, comme on l'a vu précédemment. Si je veux utiliser l'effet optionnel, je ne peux pas cibler un autre joueur. Je suis obligé de cibler le même joueur. Donc Gérard, je l'ai ciblé. Si je active l'effet optionnel, ce sera pour dans sa gueule le deuxième effet. Cet effet optionnel, il dit que je peux sacrifier encore un picto. Donc celui-ci, c'est celui c'est celui de la technocité.
Donc je peux sacrifier un picto de la technocité plus 2 d'or pour lui voler 2 de médiatisation supplémentaires. Ce qui est important à voir avec ces cartes, je vais en prendre une. Ce qui est important de comprendre avec ces cartes, c'est que vous voyez, elles ont toujours, dans cette pioche, quasiment toujours, une bande rouge en dessous. On retrouve cette bande rouge en bas de la carte, là, et à gauche de l'effet optionnel. On le voit en bas. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez voir cet étrange pictogramme. On a un bad buzz, et là où on a 2 bad buzz, sur fond rouge. C'est ça qui est important à comprendre. C'est pas la même chose. Le fond rouge a une signification dans la lecture de la carte. À chaque fois que vous agressez un joueur ou une joueuse, vous lui faites gagner du bad buzz en contrepartie. C'est une spécificité des cartes agressives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Magic Propagande, c'est un gros jeu de calcul. Donc Magic Propagande, c'est un gros jeu de calcul, plus orienté tactique que stratégie, il faut le dire. On va vous demander de revoir votre façon de jouer à chaque tour. C'est un jeu un peu d'opportuniste. Et dans ce type de gros jeu, l'interaction, l'agressivité, ça peut vite être frustrant si on se balance. On ne veut pas faire un munchkin d'1h30, c'est pas le but. Quand vous allez taper sur quelqu'un, quand vous allez lui prendre une ressource, il va gagner autre chose en contrepartie. C'est le bad buzz, on va venir dessus. Ce bad buzz, il va pas être toujours facile à utiliser, mais il peut être assez fort. Donc en général, vous ne prenez pas des ressources à quelqu'un gratuitement. Soit vous lui prenez typiquement la ressource qui vous manque à vous, pour jouer une carte forte. Typiquement, il me manque une télé pour poser une affiche de propagande sans perdre mon palier de ressources. Paf, je le fais. Ou alors, vous allez lui prendre une ressource qui est clé pour lui. Typiquement, je lui prends une télé, donc un de médiatisation, pour le faire descendre d'un palier. Juste le petit point de médiatisation qui casse les couilles, quoi. Voilà. Et il va gagner un bad buzz. Le bad buzz, quand vous gagnez du bad buzz, vous montez sur cette jauge. On le voit ici. Chaque joueur possède une jauge de bad buzz sur son plateau joueur. Donc, vous montez sur cette jauge. La plupart des cartes agressives ont un liseré rouge en bas avec une valeur indiquée associée à un pictogramme bad buzz, comme ici. On revient sur ce que je viens de vous expliquer. Vous voyez, c'est 1 et là il y a 2. 2 dans l'effet optionnel et 1 dans l'effet de base. Ce que ça veut dire, c'est que si je joue juste l'effet de base, donc voler une télé, l'adversaire perd une télé, j'en gagne une, mais il gagne un bad buzz. Si je fais l'effet optionnel en plus, qui a 2 bad buzz, eh bien il en gagnera 3. 1 pour l'effet principal et 2 pour l'effet optionnel. Donc il perdra 3 de médiatisation, mais il gagnera 3 bad buzz. En montant de 3 de bad buzz, imaginons s'il est à 0, il fait 1, 2, 3, il passe sur 1 de médiatisation, donc il regagnera 1 de médiatisation quoi qu'il arrive. Et là, il y a d'autres choses un peu plus techniques à utiliser. On verra ça tout à l'heure. Hop! Lorsque vous gagnez du bad buzz, page 26, vous déplacez votre curseur sur la droite, comme je viens de vous le montrer. À chaque fois que vous passez sur une case ou que vous vous arrêtez sur une case en gagnant du bad buzz, vous gagnez le bonus indiqué. Donc on voit qu'il y a différents bonus. Il y a de la médiatisation à gagner. Il y a l'effet Merlin, qu'on va aller voir. Il y a de l'or. Il y a des militants. On verra aussi les militants. Les militants, ça se passe sur cette petite jauge. Vous avez vu, chaque joueur, chaque joueuse a ce petit plateau qui va de 0 à 7. Ça, c'est votre nombre de militants que vous avez dans chaque quartier. Vous pouvez perdre du civisme si vous arrivez au bout, ce que je vous déconseille. Donc si vous passez sur un de médiatisation, vous gagnez une télé, donc un de médiatisation. Si vous passez sur une case Merlin, l'effet Merlin, c'est pas gagner une carte Merlin, c'est échanger une carte Merlin. C'est-à-dire que si vous activez un effet Merlin, ici ou dans n'importe quelle autre situation, vous pouvez défausser une carte de votre main pour piocher une carte Merlin. C'est un échange. On verra la spécificité des cartes Merlin plus tard. En général, c'est assez intéressant d'avoir des cartes Merlin. En début de partie, ça permet de faire des trucs un peu gratos, parce que ça va dépenser bad buzz, et plus loin dans la partie, ça permettra de faire des points de victoire. La carte Merlin, c'est la seule carte dont le coût, c'est écrit ici, c'est du bad buzz. C'est toujours 4. Toujours 4 de bad buzz. Si vous n'avez pas 4 de bad buzz, allez chercher une carte Merlin, ça peut être questionnable, puisque vous ne pourrez pas la dépenser pour son effet. L'effet de la carte Merlin, c'est toujours 4 de bad buzz. Ça vous permet, c'est un des seuls moyens de descendre
de sa jauge de bad buzz. Ça va être important de descendre et de pas monter trop haut. Si tous les joueurs se mettent à vous agresser et que vous décidez de pas jouer de carte Merlin et de pas redescendre, vous allez être une cible prioritaire. Parce que si vous agressent et qu'ils vous font monter au maximum, il y a 2 effets négatifs. Le premier, c'est que vous allez perdre 1 de civisme, donc des points de victoire, ou en tout cas des ressources que vous allez consommer pour regagner ce point de civisme. Et le deuxième, c'est que vous êtes au bout de la jauge. Quand vous êtes au bout de la jauge et que vous devez gagner du bad buzz, bah vous ne pouvez plus en gagner. Vous ne perdez pas du civisme à l'infini. Par contre, bah vous ne pouvez plus en gagner. Ça veut dire que les gens peuvent vous agresser sans contrepartie. Si votre jauge de bad buzz est pleine, vous êtes dans une situation de désavantage fort et vous allez absolument, votre priorité, ça va être vraiment de la faire redescendre. Il ne faut pas se trouver bloqué en haut de la jauge de bad buzz longtemps parce que ça veut dire que les gens peuvent vous agresser gratuitement. Il n'y a plus de contrepartie. Donc on récapitule, vous pouvez gagner de la médiatisation, vous pouvez activer l'effet Merlin, donc défausser une carte pour récupérer une carte Merlin. Ça, c'est les choses que vous faites pendant le tour de l'adversaire, parce que c'est pendant le tour de l'adversaire souvent que vous allez vous faire agresser. Vous pouvez gagner 2 militants. Alors les militants blancs, point d'exclamation, on va voir plus tard, mais en gros c'est ceux du quartier dans lequel vous vous trouvez. Vous voyez, il y a 4 jauges de militants, de 4 couleurs différents. Chaque couleur correspond à un quartier. En fonction de là où vous vous trouvez sur le plateau, vous allez récupérer des militants de couleurs différentes, vous allez les convertir. Donc là, quand c'est 2 militants blancs comme sur la jauge de Bad Buzz, ça veut dire 2 militants de la couleur du quartier dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, si je suis dans la forêt des ouvriers, paf, ce sera 2 verts. Mais on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Alors, petite chose à expliquer sur le Bad Buzz, dernière petite notion pour être sûr que vous n'allez pas faire d'erreur. À chaque fois que vous avez passé sur une case ou que vous vous arrêtez sur une case en gagnant du Bad Buzz. Ce terme est important, en gagnant du Bad Buzz. Le choix des mots est toujours important. Vous gagnez les bonus indiqués. Ça veut dire en déplaçant votre curseur vers la droite. Ça veut dire que quand vous dépensez du Bad Buzz et qu'à la fin d'avoir dépensé, vous dépensez 4, vous descendez de 4 cases. Vous atterrissez sur une case en passant par d'autres. Vous n'activez aucun effet. Quand vous dépensez du Bad Buzz, vous n'activez aucun effet de la piste de Bad Buzz. C'est que quand vous en gagnez. Voilà, c'est important. Maintenant que ça s'est dit, on peut passer à la suite. Regardez maintenant votre jauge de médiatisation. Il se trouve qu'il y a un pictogramme Bad Buzz tout au bout. Ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Un peu en avant-première. On est à 11 de médiatisation. On ne peut pas monter à 12. Si je dois gagner 1 supplémentaire, je gagnerai un Bad Buzz à la place. Ce qui veut dire que si je suis là, sur la première case, si j'ai un de Bad Buzz et que je gagne une télé, enfin que je gagne un de médiatisation, je gagnerai un Bad Buzz à la place qui me refera gagner un de médiatisation, qui me refera gagner un Bad Buzz. Ça s'envoie, c'est du ping-pong. Il y a des situations comme ça où c'est bien de comprendre cet effet de rebond. Ça peut activer certains combos. Conclusion, attaquer un autre joueur doit être fait en conscience de cause, car le joueur ciblé peut récupérer des outils pour rebondir dans la partie. Ça fait déjà un moment qu'on a commencé la vidéo, ça va être long. Un petit coup au citronnet. Toujours dans la forêt des ouvriers, dans les cartes agressives, on a des cartes de réaction, des cartes Corrigan. On en a 4. Hop là. On a le Corrigan syndicaliste, le Corrigan républicain de sécurité, le Corrigan polémiste et le Corrigan gilet jaune. Ces Corrigans, ils ont une main dans laquelle se trouve un pictogramme. Alors là, on est sur un point où je dois reconnaître un défaut de ma part. C'est que je manquais encore de formation sur la gestion des pictos. Ce picto est pas parfait parce que quand on a une main comme ça fait un peu stop, alors que c'est pas le cas. Les cartes avec des mains sont les seules cartes qu'on peut jouer pendant le tour de l'adversaire. C'est écrit ici. Elles sont facilement reconnaissables et présentes avec un pictogramme. Le saut de quartier présent dans la main. Donc dans chaque main, il y a un saut de quartier. On montre quel type de carte, envers quel type de carte vous pouvez jouer une réaction. C'est-à-dire que si j'ai une main avec ce pictogramme rouage, je pourrais jouer cette carte pendant le tour de l'adversaire que si l'adversaire joue une carte rouage pour son effet. Pareil pour les autres.
Donc quand les gens jouent des cartes pour leurs effets, pas pour se déplacer ou pour leurs pictogrammes, pour leurs effets, on peut jouer en réaction des cartes avec des mains. Les cartes avec les mains sont les seules cartes qu'on peut jouer pendant le tour de l'adversaire. C'est des éphémères de Magic si tu préfères. Paf, tu joues une carte paradis fiscal. Paf, je joue une réaction en corrigant gilet jaune. La réaction va pas empêcher ton action. Tu vas pouvoir faire l'effet de ta carte normal, comme si j'étais pas là. Mais une fois que tu as fini l'effet de ta carte, on va activer l'effet de la mienne. Et l'effet de la mienne est souvent assez récompensant. Par exemple, le gilet jaune, je vais te voler 2 d'or et je vais repiocher une carte de mon choix. Et tu vas gagner un bad buzz. Mais c'est des petites tacles comme ça à mettre aux joueurs adversaires qui sont assez fortes parce que vous allez repiocher une carte derrière. Il n'y a pas de perte sèche. Ça crée de la polyvalence. Ça vous demande de l'attention à ce qu'il y a dans le jeu. Par contre, vous pouvez vous faire punir par un 49-3. Et là, vous perdez une carte sèche. Mais on va revenir dessus plus tard. Vous perdez une carte sèche, mais avec un bad buzz. Mais on va revenir dessus plus tard. Donc, les cartes réaction avec les mains, c'est les seules cartes que je peux jouer pendant le tour de l'adversaire. Il y en a 4 différentes. Elles correspondent aux 4 pictos de chaque quartier. Donc, quand mon adversaire joue une carte pour son effet, pas pour son saut de quartier, pas pour se déplacer, mais pour son effet, je peux jouer une carte en réaction. Si plusieurs joueurs jouent une carte réaction sur une seule carte adversaire, c'est possible. Le joueur joue une carte de la forêt des ouvriers, paf. Donc la carte de la forêt des... c'est la carte qui contre la forêt des ouvriers, c'est le Corrigan républicain de sécurité, comme par hasard. Paf, on est 2 à jouer un Corrigan républicain de sécurité. 2 à jouer celle-ci en réaction. Bah déjà, il va faire son effet normal de la forêt des ouvriers. Et les joueurs agresseurs, donc les joueurs agresseurs, c'est ceux qui ont joué la main, résoudront les effets de leur carte dans le sens du tour de jeu, en commençant par le joueur actif. Donc si je suis là, je joue une carte de la forêt des ouvriers, paf, mon joueur de gauche et mon joueur de droite me jouent une carte réaction avec la main et le logo qui va bien. Je fais mes effets et ensuite ça va être le joueur de gauche, comme on est dans le sens horaire, qui va activer l'effet de sa carte. Une fois qu'il aura fini de me voler mes trucs, du coup incivisme, ce sera le joueur de droite qui va me voler mes ressources aussi, donc incivisme. Du coup, si ils sont plusieurs à le faire, mais que le premier prend ma dernière ressource, bah le deuxième il se fera niquer, quoi. Il pourra pas me voler ce qui est prévu d'être volé. Vous pouvez pas voler un de médiatisation à quelqu'un qui n'a pas de médiatisation, par exemple. Ça marche pas. La carte est perdue. Voilà, tout simplement. Donc là, on a vu comment jouer des cartes pour leurs effets. Je récap, hein. On a vu ça. On a vu comment jouer des cartes pour leurs effets, le coup, l'effet principal et l'effet secondaire qu'on n'est pas obligé de faire mais qu'on peut faire plusieurs fois. Les pictogrammes pour transformer les cartes en ressources, donc on sacrifie des cartes de notre main pour activer des effets secondaires sur les cartes actives. Quand je joue une carte pour son effet, elle est défaussée, je ne peux plus l'utiliser pour rien d'autre. Quand je joue une carte pour son pictogramme, elle est défaussée, je ne pourrais plus l'utiliser pour rien d'autre. Il y a des cartes qui coûtent rien à être jouées. Il y a des effets secondaires optionnels qui peuvent être joués plusieurs fois d'affilée. Les cartes de la forêt des ouvriers permettent des fois de voler des ressources, c'est la petite main rouge. Les jauges rouges veulent dire qu'en contrepartie de l'agression que vous faites à l'adversaire, il va gagner du bad buzz. Et le bad buzz va permettre d'activer un certain nombre d'effets qu'on a vu ensemble. Les seules cartes qui peuvent être jouées pendant le tour de l'adversaire sont les cartes avec les mains de la forêt des ouvriers. Petite parenthèse, pour ne pas vous induire en erreur bien sûr, voici la carte 49.3 magique. Quand je vous dis que les seules cartes qui peuvent être utilisées pendant le tour de l'adversaire sont les cartes avec les mains, c'est un peu un raccourci, parce que c'est pas tout à fait vrai. Cette carte 49.3 magique, on retrouve ce picto bouclier avec un œil. C'est une petite parenthèse que je vous fais, les pictos sont décrits à la fin du livre de règles. Il y a 2 autres cartes en fait, à part les cartes avec les mains, qui sont utilisables pendant le tour de l'adversaire. Le 49.3 magique permet de se protéger d'une carte d'agression. C'est-à-dire que si un joueur ou une joueuse joue une carte de la forêt des ouvriers, vous allez pouvoir l'annuler. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. À la fin du livre de règles, vous avez les rappels du fonctionnement des pictogrammes.
Et on a ici le petit bouclier qu'on va retrouver. Le bouclier permet d'annuler l'agression d'une carte provenant de la forêt des ouvriers ou étant associée. C'est-à-dire qu'il faut que la carte qui vous vise ait le pictogramme rouge. Donc si on vous joue une carte stop avec la main, comme c'est une carte de la forêt des ouvriers, ça va fonctionner. Mais si on vous joue une autre carte agressive pendant leur tour, pendant que c'est pas votre tour, vous avez fini de jouer, hop, c'est à mon voisin de gauche m'envoie une carte agressive de la forêt des ouvriers avec ce picto œil dessus, paf, je peux me défendre en jouant un bouclier. Ce qui est important à comprendre, c'est que le bouclier, je peux le jouer aussi pour défendre d'autres joueuses. S'il y a un conflit autour de la table qui ne me concerne pas, je peux jouer cette carte pour interagir dans le conflit. Par exemple, je suis le joueur A, le joueur B agresse le joueur C, paf, je peux jouer un 49-3 magique pour stopper cette agression. Qu'est-ce qui se passe quand on stoppe cette agression? Vous pouvez jouer cet effet contre une carte dont vous êtes pas la cible, c'est ce que je viens de dire, pour protéger un autre joueur, une autre joueuse, ou surtout empêcher un adversaire de voler une ressource spécifique dont il a besoin. La carte annulée, donc la carte que vous allez annuler avec votre bouclier, avec votre 49-3 magique, la carte annulée est considérée comme non jouée. C'est-à-dire que votre adversaire ne paie pas le coût de celle-ci, il perd juste la carte en question. Donc s'il joue, je sais pas moi, une grève générale, il va pas payer les ressources que vont lui coûter cette carte, il va juste perdre sa carte. Et vous allez perdre la vôtre, bien sûr. Vous allez jouer l'effet du 49-3 magique. Si plusieurs joueurs jouent cet effet en même temps, alors c'est le joueur avec le pion premier joueur qui décide quel joueur joue sa carte. Ça c'est pareil, ça c'est arrivé 2 fois, c'est vraiment des cas de figure très très rares. Souvent quand il y a des conflits de règles, comme expliqué à la fin du jeu, le premier joueur tranche. Donc cet effet est un effet qu'on peut jouer en dehors de son tour de jeu, à part quand on nous joue une main. Quand on nous joue une main avec stop, c'est pendant notre tour et on peut se protéger à ce moment-là. Mais c'est pas tout. Il y a les boucliers, les anti-boucliers qui permettent d'annuler les boucliers. Donc, il y a les cartes agressives avec le picto de la forêt des ouvriers, qui peuvent être annulées par les 49-3 magiques, donc les boucliers, qui eux-mêmes peuvent être annulés par les anti-boucliers, qui sont des motions de censure. Cette carte permet d'annuler une carte bouclier. La carte annulée est considérée comme non jouée. C'est-à-dire que votre adversaire n'en paie pas le coup, il perd juste la carte en question. Si plusieurs joueurs ou plusieurs joueuses jouent cet effet en même temps, alors c'est le joueur avec le pion premier joueur qui choisit. Cet effet peut se jouer à la fois pendant son propre tour ou pendant le tour des autres joueurs. Si on est plusieurs à le jouer et que le premier joueur choisit un joueur, l'autre récupère sa carte, elle n'est pas perdue. Donc on va montrer les cartes en question. Là on a le 49-3 magique. Quand je joue un 49-3 magique, soit je le joue pendant mon tour ou le tour de l'adversaire pour annuler une carte de la forêt des ouvriers, ou une carte qui a ce picto de la forêt des ouvriers. Notez que les cartes Merlin ont également des pictos de quartier, c'est-à-dire que les cartes Merlin qui ont le picto de la forêt des ouvriers sont annulables par la carte bouclier. Donc soit je la joue pour annuler une carte, auquel cas je joue mon 49-3 magique, je pioche une carte dans la pioche de mon choix. Dans les 4 pioches de quartier, je choisis celle que je veux. Et la personne que je cible va gagner un bad buzz, en échange de quoi sa carte forêt des ouvriers est perdue. En fait, lui, il perd une carte et gagne un bad buzz en échange. Mais il ne paiera pas le coût de la carte qu'il vient de perdre. Ou alors, je peux la jouer tranquillement pendant mon tour parce que j'ai envie de m'en débarrasser pour gagner juste un bad buzz. Même si je veux m'en débarrasser, j'ai d'autres façons de l'utiliser avec le picto et la valeur de déplacement. Donc je peux l'utiliser aussi pour gagner un bad buzz. Gagner du bad buzz en jouant du 49-3, ça va, c'est cohérent. Sinon, on va revenir sur la motion de censure. Je l'ai vu. Là voilà. La motion de censure. Tac. Motion de censure. Elle, c'est le même effet. On a un anti-bouclier. Donc même si on n'est pas ciblé, on peut la jouer. Le bouclier ciblé, c'est pareil. On n'en paye pas le coup. Le joueur, la joueuse n'en paierait pas le coup. Il perd juste sa carte. Vous gagnez une télé et l'autre gagne un bad buzz. Donc on récap. Alors vous pouvez aussi utiliser la motion de censure pendant votre tour. Vous pouvez la défausser pour piocher une carte au choix dans n'importe quelle pioche. Enfin n'importe quelle des 4 pioches de quartier. On récapitule une scène classique. Un joueur ou une joueuse joue une carte agressive, une carte de la forêt des ouvriers. Un autre joueur peut jouer un bouclier pour l'annuler. Mais un autre joueur peut jouer une motion de censure pour détruire ce bouclier. Ce à quoi un autre joueur peut à nouveau jouer un autre bouclier, et voilà, on peut avoir des réactions en chaîne comme on veut.
Voilà, avec ces explications, ça me paraît assez simple à comprendre. Ce sont les seuls cas de figure où on joue des cartes en dehors de notre tour de jeu. Les cartes avec la main, qui sont des cartes de réaction à ce que joue l'autre. Des cartes avec le bouclier, qui sont les 49-3 magiques pour empêcher les cartes agressives. Et les motions de censure pour détruire les 49-3 magiques. Quand on annule une carte, la carte annulée n'est pas payée par son propriétaire, il perd juste la carte en question. Et voilà. Maintenant qu'on a vu ça, on a vu 2 effets sur 3 de cartes. L'effet de la carte, le pictogramme, le saut de quartier quoi, et la valeur de déplacement, on l'a pas vu encore. Quand on joue une carte pour se déplacer, c'est comme n'importe quel effet. Si je joue une carte pour me déplacer, bah elle est défaussée, et je pourrais plus l'utiliser pour rien d'autre en fait. Ni pour son effet, ni pour... Voilà, elle est défaussée. J'utilise une carte pour une de ces 3 fonctions, c'est terminé. Quand j'utilise une carte pour me déplacer, j'ai pas besoin de payer son coût. C'est comme quand j'utilise une carte pour son saut de quartier. Le coût de la carte ne concerne que l'effet de la carte. Si vous l'utilisez pour le saut, pour vous déplacer, on s'en fout. Vous l'avez utilisé votre carte comme une ressource en fait. Donc se déplacer, ça va être se déplacer sur le plateau. Le plateau est constitué des 8 tuiles qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a ici. Il y a 4 couleurs, il y a 4 quartiers. Il y a en haut le paradis fiscal, ensuite la technocité, ensuite le centre de propagande et ensuite la forêt des ouvriers. On va monter ou descendre sur ce plateau. Vous comprenez? Là, on a un logo par exemple, avec une flèche vers le bas, il y a un 1 dedans. Ça veut dire descendre de 1. Quand je descends de 1, je ne descends pas forcément sur la case du dessous, mais sur une des 2 cases du dessous. Je fais à droite ou à gauche, comme je veux. Si je suis tout en bas du plateau et que je veux descendre de 1, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que je remonte, on boucle. C'est comme si le bas du plateau et le haut étaient connectés. C'est pareil, là on voit en rouge une flèche vers le haut avec un 1, c'est-à-dire monter de 1. Monter de 1 étage en fait, mais à droite ou à gauche. Si je suis tout en haut et que je veux monter de 1, je peux. Je monte et ça m'amène à la forêt des ouvriers. Descendre de 2, c'est pareil. Je descends de 2 étages. Je ne m'arrête pas sur le premier. C'est pas je descends jusqu'à 2. C'est je descends de 2 piles. Donc si je suis par exemple tout en haut au paradis fiscal, je descends de 2, paf, je passe là, et ensuite j'arrive soit au centre de propagande. Donc j'arrive au centre de propagande, soit au centre de rééducation, soit au centre de censure. Donc se déplacer, enfourchez vos balais, blablabla. À Magicville, la plupart des déplacements se font en montant dans la cité ou en descendant. Ça, c'est des déplacements de base. Chaque pioche a son propre déplacement. Il n'y a que la forêt des ouvriers. La forêt des ouvriers, c'est une pioche qui n'est pas comme les autres. Bah oui, bah bien sûr, puisque c'est une classe sociale qui n'est pas comme les autres qui y vit. Donc la mécanique de déplacement y est différente. Donc pendant votre tour, on l'a vu dans l'aide de jeu, vous allez pouvoir vous déplacer qu'une seule fois. Le déplacement se fait, vous pouvez jouer des cartes avant, vous pouvez jouer des cartes après, mais vous déplacez avant l'effet de la case. Vous ne pouvez pas activer l'effet de votre case sans avoir fait votre phase de déplacement ou une grève, qui est un déplacement alternatif qu'on va voir. Quand vous déplacez, soit vous jouez une carte avec un picto. Soit c'est descendre de 1, soit c'est descendre de 2, soit c'est monter de 1, comme on vient de le voir. Monter d'un étage à droite ou à gauche. Il n'y a que les cartes de la forêt des ouvriers qui n'utilisent pas de balai. Ils n'ont pas les thunes en fait. La forêt des ouvriers, ils vont prendre le train, les transports en commun. Le train, c'est un petit pictogramme avec une couleur et un pictogramme de quartier. Les ouvriers n'ont pas de balai, ils prennent le train. Lorsque vous déplacez en jouant une carte ayant le pictogramme ci-contre, donc le pictogramme avec les petites rails, une couleur et un petit losange, là en l'occurrence, comme valeur de déplacement, cela veut dire que vous pouvez vous déplacer sur n'importe quelle case ayant un contour de la même couleur que celle du pictogramme. Rouge dans cet exemple. Pour les daltoniens, il y a un petit triangle, un petit carré, un petit rond et un petit losange aussi sur les tuiles et sur le picto pour vous aider à vous y retrouver. Donc la forêt des ouvriers permet non pas de se déplacer par rapport à là où on se trouve, c'est-à-dire monter de 1, descendre de 1, etc. Mais elle permet de se déplacer dans un quartier. Par exemple, si j'ai une carte avec des rails bleus, où que je sois, ça me permet de me déplacer dans le quartier de la finance. Vous comprenez? Si le fond est rouge, bah paf, ça sera dans le quartier de la propagande magique.
Si je utilise une raille rouge pour me déplacer dans le quartier de la propagande magique, et que je suis déjà dans ce quartier, je ne peux pas me déplacer sur une case sur laquelle je me trouve déjà. Ce sera forcément la deuxième tuile. Vous avez toujours une autre tuile rouge, vous allez sur la deuxième tuile. Vous ne pouvez pas vous déplacer sur la carte, sur la case sur laquelle vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas faire du sur place, sauf en faisant une grève. Justement, on va y venir. La grève, on va y venir. Donc là, on a un petit exemple. Par exemple, si je défausse cette carte pour me déplacer, on voit qu'il y a un petit picto bleu avec le triangle. Je remarque que la couleur du fond est bleue avec le petit triangle. Donc je peux me déplacer sur une case du dragon de la finance ou des elfes d'en haut. Une case du quartier de la finance. Leurs contours sont bleus. Donc j'ai le droit. Donc on récap, on peut monter ou descendre d'étage. Si c'est descendre de 2, c'est pas 1 ou 2, c'est 2 piles. Quand on descend et on monte, on peut aller à droite ou à gauche. Le plateau se boucle, donc si je descends, que je suis tout en bas, je remonte en haut, etc. Et la forêt des ouvriers, eux, ils prennent pas le balai, ils prennent les rails, du coup, on choisit une couleur de quartier, et hop, enfin on choisit pas une couleur de quartier, on joue une carte qui correspond à une couleur de quartier, et on y va. Je ne peux pas effectuer un déplacement vers une case vers laquelle je me trouve déjà. La seule manière de faire du surplace et de ne pas bouger de case, c'est de faire une grève. Alors, faire une grève, justement, faire une grève, c'est ne pas se déplacer et perdre un de civisme. Donc c'est coûteux, c'est que dans des situations particulières. Genre, vous n'avez pas beaucoup de cartes dans votre main. Vous avez besoin de refaire votre main. Vous avez besoin d'activer l'effet de la case sur laquelle vous vous trouvez. Une deuxième fois, parce que je ne sais pas quel combo, quelle situation vous demande de le faire, mais ça arrive. Vous acceptez de perdre un civisme pour faire une grève. Où vous avez une situation où vous n'avez pas le choix de faire la grève, c'est que vous n'avez pas de cartes en main. Imaginons que vous n'avez plus beaucoup de cartes en main, on vous les a volées, je sais pas, vous les avez perdues. Pas grève obligée, parce que la seule façon de se déplacer, c'est de jouer des cartes. Donc, vous perdez un civisme, vous bougez pas, et vous pouvez réactiver l'effet de la case sur laquelle vous vous trouvez du coup. C'est la seule manière d'activer la case, l'effet de la case sur laquelle vous vous trouvez, puisque vous êtes obligé de vous déplacer avant d'activer l'effet de la case normalement. Entre le déplacement et l'effet de la case, bien sûr, vous pouvez jouer des cartes comme rappelé dans l'aide de jeu. La grève vous permet d'économiser une carte, voilà, blabla, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a une règle spécifique que j'ai utilisée que 2 fois dans toutes les parties que j'ai fait. C'est un truc qui arrive quasiment jamais, c'est une petite exception. Enfin, un petit truc, si un joueur a vraiment mal joué. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, parce que vous n'avez plus de cartes en main, donc le joueur a 0 carte en main, et que vous avez 0 de civisme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de grève du coup, parce qu'une grève ça coûte 1 de civisme. Quand vous avez 0, vous ne pouvez plus en dépenser. Alors vous gagnez plus 2 de civisme et vous passez votre tour. Vous avez un énorme malus en fait. Vous avez un énorme malus parce que ça veut dire que vous n'allez pas piocher de cartes à la fin de votre tour. Enfin, vous passez quoi. Genre, votre tour est terminé. Vous gagnez 2 de civisme et au tour prochain, bah, vous pourrez faire des trucs. Vous pourrez faire une grève, vous allez perdre 1 de civisme, activer l'effet de la case. C'est terminado. C'est le seul cas dans Magic Propagande où vous vous retrouvez dans une situation où les comebacks sont très difficiles. Vous ne devez pas vous retrouver sans carte avec 0 de civisme. Mais faut vraiment le faire exprès. Il y a un défaut d'interprétation qui arrive, si on lit rapidement, c'est qu'on peut penser qu'on va piocher des cartes à la fin de notre tour. Ce qui n'est pas le cas en fait, parce que la fin de ton tour est caractérisée par ta phase de pioche. Ensuite, la défausse. Bon, bah voilà, il y a des joueuses qui savent pas. La défausse, vous la placez. Alors, moi, j'aime bien la placer en face, comme ça. Vous avez la pioche, le quartier correspondant à la pioche, la défausse de l'autre côté. Une carte défaussée, c'est une carte auquel vous avez plus accès. Voilà. Je pense que la plupart de vous, d'entre vous, savent ce que c'est la défausse. Voilà. Au cas où, je l'ai expliqué. Pour ça, le livre de règles est long, hein, mais il y a plein de choses bateaux qui sont expliquées. On va arriver sur l'effet des cases. Donc, on se rappelle, on joue des cartes n'importe quand. Se déplacer, on vient de le faire. Jouer des cartes, on a vu comment on faisait. Se déplacer, on a vu comment on faisait. On arrive au bout des règles, hein, vous inquiétez pas. Et maintenant, l'effet de la case.
L'effet de la case s'active toujours après avoir fait un déplacement ou une grève. Voilà, ça on l'a vu. Pour la quasi-totalité, 6 sur 8 des cases du jeu, du mode découverte, les effets sont très explicites. Sur une tuile, en fait, c'est écrit les ressources que vous allez gagner. Vous gagnez 4 d'or. Là, à la technocité, vous gagnez une télé et vous piochez une carte. Donc piocher une carte, c'est piocher une carte de quartier, une des 4 cartes dans les 4 pioches, la pioche de votre choix, etc. Les ressources sont toujours très explicites. Par exemple ici, Papa Noël, vous piochez 2 cartes de quartier de votre choix. Vous pouvez piocher même dans 2 quartiers différents, une carte dans chaque quartier. Vous pouvez lire les effets des cases de cette façon. Si un pictogramme vous interroge, vous pouvez consulter les effets des pictogrammes, page 49-52. C'est tout à la fin du livre. Il y a des effets de cartes plus étranges, plus complexes dans le mode avancé. Mais ça, on n'y est pas tout de suite. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. C'est l'envers de vos cases. Vous ne devez pas avoir de cases avec le petit mégaphone en partie découverte. Votre main. Donc votre main est composée de 6 cartes maximum. Vous avez 6 cartes en main. Si jamais vous devez en piocher et que vous en avez 6, vous ne pouvez pas en piocher. Si vous devez en piocher 2 et que vous en avez 5, bah vous en piochez qu'une. Tout simplement. La pioche. La phase de pioche est la dernière phase du tour d'un joueur. Donc on a bientôt terminé d'expliquer comment se passe le tour d'un joueur et le reste va très vite. À la fin de son tour, un joueur pioche 2 cartes dans la pioche du quartier où il se trouve, plus une carte pour chaque affiche de propagande qu'il a placée dans les quartiers où elle se trouve. Elle, l'affiche, une affiche. Si je suis dans la forêt des ouvriers, je peux piocher jusqu'à 2 cartes de la forêt des ouvriers. Et imaginons que j'ai une affiche de propagande dans la forêt des ouvriers et une affiche de propagande dans le quartier de la finance. Ça veut dire que je peux piocher jusqu'à 3 cartes dans la forêt des ouvriers, 2 parce que j'y suis, une parce que j'ai une affiche, et une carte dans le quartier de la finance, parce que j'ai une affiche là-haut. Imaginons que j'ai que 5 cartes et que j'en pioche qu'une, alors que j'ai le droit d'en piocher 4, je pioche celle que je veux parmi les 4 que j'ai le droit de piocher. Quand une pioche est vide, vous remélangez la défausse et vous reconstituez une nouvelle pioche, tout simplement. Attention mesdames et messieurs, on touche à la fin du livre de règles, bientôt on a fait les 3 quarts. La phase de revenus, c'est pas compliqué. C'est le moment où on va gagner de la thune, de la médiatisation, des militants, tout ça. Pas compliqué. C'est un moment où on va pouvoir aussi changer de premier joueur, on va voir... c'est assez simple, ça se passe avec les paliers qui sont là. Vous avez vu, je vous ai dit au début, chaque palier est activable par les cases en vert. 0, 3, 5, 6 correspond au palier 1, 2, 3, 4. Si je suis à 6, j'ai activé les 3 premiers paliers. Si je suis à 3, les 2 premiers. Si, avant de commencer la phase de revenu, un joueur a strictement plus de médiatisation que le premier joueur. Le premier joueur, c'est celui qui a le pion premier joueur. Alors, ce joueur, le joueur qui a plus, récupère le jeton premier joueur et devient le premier joueur au prochain tour. Si plusieurs joueurs ont strictement plus de médiatisation que le premier joueur, mais sont à égalité entre eux, c'est le joueur le plus proche du premier joueur dans le sens du tour de jeu, donc celui à ma gauche en priorité, celui à sa gauche en priorité, etc., qui prend le jeton premier joueur. Sachant que si vous êtes plusieurs du coup à avoir strictement plus de médiatisation que le premier joueur, mais qu'il y en a un qui a encore plus que les autres, bah, ce sera lui, même s'il est tout à la fin. Donc le premier joueur peut changer au cours de la partie. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de gagner ses revenus. C'est très simple. Imaginons que je suis à moins de 3. Donc j'ai activé, je suis à 0 ou plus, mais entre 0 et 2. 2 inclus. J'ai activé que le premier palier. Le premier palier, il y a quoi dessus? Il y a une médiatisation et un militant là où je me trouve. Donc je vais gagner une médiatisation et un militant là où je me trouve. Et c'est tout. Maintenant, imaginons que je suis à plus que 3 mais moins que 6. Genre 5. Et ben je vais gagner les 2 premières récompenses. 2 de médiatisation, du coup 1 plus un militant là où je me trouve. Etc. Si je suis à 11, je gagne l'ensemble des revenus. Plus j'ai médiatisation, plus je gagne des gros revenus. Mais je vais avoir besoin de dépenser de la médiatisation pour poser des affiches, avancer dans la partie et récupérer des militants. C'est un équilibre à gérer. Il y a plusieurs façons de gérer le truc. Si vous débutez à Magic Propagande, essayez de maximiser dès les premiers tours
vos niveaux de médiatisation. C'est bien de rester, de ne jamais se retrouver dans le dernier palier, déjà. Et si vous pouvez arriver au quatrième... En fait, une façon de jouer de façon un peu no-brain, c'est quand même essayer de monter très vite en haut. Et comme ça, même si vous faites des mauvais plays, la phase de revenu vous apporter quelque chose. Euh, Il y a plusieurs strates dans Magic Propagande. Et un peu comme un jeu, un RTS ou un jeu de versus, il y a des strates qui permettent aux joueurs un peu moins forts de s'en sortir. Et donc aller chercher les différents paliers de revenus dès le départ, euh, c'est une strat d'avoir l'assurance de gagner des choses importantes quoi qu'il arrive. C'est expliqué là, il y a les différents paliers. Ils s'activent à 0, 3, 6, 9. Par exemple, si au début du tour de ma phase de revenu j'ai 4, je vais gagner 2 et 1. Ça, on vient de le voir. Tout est bien expliqué ici. Je pense que vous allez vous en sortir. C'est tout pour la phase de revenu. Vous voyez, il y a la phase de joueur qui est très très longue à expliquer. Après le reste, ça va tout seul. Donc la phase de Merlin, on arrive au bout. Merlin, tout le monde a récupéré ses ressources, tout ça. Merlin va avancer d'une case. En fait, Merlin, il sent le vent tourner et il fait une tournée d'adieu. C'est ça le lore. Donc il va passer sur toutes les tuiles du jeu, de gauche à droite, comme le sens de la lecture. Une fois qu'il sera arrivé en bas, dès qu'il arrive sur la dernière tuile, on joue pas un dernier tour. Il arrive sur la dernière tuile, la partie est terminée. Donc ça dure 7 tours. Si c'est votre première partie, que vous n'avez pas trop l'habitude, avancez la partie de 2 tours. Vous mettez Merlin directement 2 cases plus loin. Et à chaque partie de Magic Propagande, vous allez vous dire: ah, si j'avais su, peut-être que j'aurais... Vous allez apprendre quelque chose sur votre manière de jouer. Vous allez envisager de jouer différemment au prochain tour. C'est d'autant plus vrai pour votre première partie. Donc pour votre première partie, faites une partie accélérée de 5 tours. Ça ne sert à rien, je pense. En plus, ça va être plus lent parce que les joueurs et les joueuses vont être plus lents. Ils n'auront pas trop bien compris. Ils vont assimiler les règles. Donc la première partie, vous la faites en 5 tours, je vous recommande. Donc voilà. Au bout de 7 tours, sinon la partie est terminée parce que Merlin arrivera sur la dernière case. On va voir ça ensemble. Une fois que les joueurs ont récupéré leur revenu, la phase de revenu est terminée. Vient alors la phase de Merlin. Voici le pion Merlin. On l'a vu ensemble. Là, il y a l'ordre de déplacement du pion Merlin. Il commence la partie en haut à gauche, il a fini en bas à droite. La partie dure donc un maximum de 7 tours de jeu. Comme vous pouvez le voir, le pion Merlin est une case qui recouvre la case existante sur laquelle il se trouve. Donc l'effet c'est 2 bad buzz. Et il a en option, dans sa bulle de dialogue, l'effet Merlin, quoi, en fait. Qui dit, une seule fois, vous pouvez échanger une carte de votre main contre une carte Merlin. Comme l'effet Merlin de la jauge de bad buzz. Le petit tips en termes de lore, c'est que Merlin c'est un roublard. Et il vous propose de gérer votre bad buzz de façon positive. Donc là, ça y est, on a vu tout le tour d'un jeu. Donc, tour de joueur, tour de phase de revenu et la phase de Merlin. Ça, on le fait 7 fois et après la partie est terminée. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le système de score et bien sûr, il y a 2 cases spécifiques. Donc la propagande. On ne prend pas le pouvoir sans l'appui des forces économiques, des forces armées et de l'opinion de la plèbe. C'est ce dernier point que vous allez découvrir ici. On a vu qu'on a une petite... L'idée en fait c'est comment est-ce qu'on gagne à Magic Propagande. Parce que c'est bien beau, maintenant vous savez jouer mais vous savez toujours pas gagner. Il y a ce petit plateau qui est important, où il y a 4 couleurs de militants qui correspondent aux 4 quartiers du jeu. On peut gagner des militants en jouant des cartes de propagande, des cartes du quartier du centre de propagande magique. On a vu les pictos. Là, vous voyez, il y a à droite, là, il y a le militant blanc. Ça veut dire là où vous vous trouvez. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous êtes dans le quartier des ouvriers, vous gagnez des militants verts du quartier des ouvriers. Si vous êtes dans le quartier de la finance, vous gagnez des militants bleus du quartier de la finance. Pour compter vos militants, enfin que quand le picto est blanc, bien sûr. Si le picto est déjà coloré sur la carte, bah, vous gagnez les pictos colorés. Si les militants sont déjà colorés, vous gagnez les militants de la couleur correspondante à la carte. On va voir ça ensemble. Pour compter vos militants de façon claire et précise, chaque joueur possède un plateau dédié.
Vous pouvez trouver sur ce plateau les fameux militants, notez que chacun est d'une couleur différente. La couleur des militants dépend d'abord du quartier dans lequel ils se trouvent. Ils ont même un petit symbole géométrique qu'on retrouve sur les angles supérieurs des cases. Vous voyez, le militant rouge a un losange parce que dans le quartier rouge, il y a un losange. Rappel, toutes les cartes de la pioche du quartier de la propagande magique sont des cartes permettant de gagner des militants. Il est donc bien utile d'en avoir régulièrement en main. Nous allons voir comment les jouer. Donc on a déjà vu comment jouer des cartes, mais là il y a un petit rappel. Encore une fois, Magic Propagande, si les règles sont longues, c'est parce que c'est énormément de rappels pour être sûr que vous ne passiez pas à côté du jeu. Si je veux jouer une carte Envoûtement des exploités, qui est en bas à gauche de l'explication de la page 32. Son effet, je dois à un coup, si je veux la jouer pour son effet. On voit que c'est un de médiatisation et une carte. Donc je baise un de médiatisation et je défausse une carte de ma main, comme on l'a vu plus tôt. Son effet est plus 3 militants blancs. Les militants blancs, point d'exclamation, c'est les militants du quartier qui correspondent à la carte. Ils n'ont pas de couleur, donc leur couleur, c'est la couleur du quartier dans lequel vous vous trouvez. Ils sont blancs, mais ça pourrait être transparent en fait, leur vraie couleur. Donc, ce sont des militants qui correspondent à la couleur dans laquelle se trouve le propamage que vous jouez. Ça, on l'a déjà expliqué. Voilà, si vous êtes au paradis fiscal, ils sont bleus. Si vous jouez avec des effets optionnels de la carte, par exemple, ici, dans celle-ci, on peut échanger 2 pictos, 2 sauts de quartier. Donc, on se rappelle, on défausse 2 cartes de notre main qui ne pourront pas être utilisées pour d'autres effets et qui possèdent le sceau en question. Donc, ici, une carte de la forêt des ouvriers pour l'œil et une carte de la technocité pour le rouage. En échange, on gagnera 2 militants marron carré, picto carré. Les marrons carrés, c'est ceux de la deuxième ligne, c'est ceux qui correspondent à la technocité. Les militants sont une ressource comme les autres. Vous allez pouvoir les dépenser pour poser des affiches de propagande. On va voir ça ensemble. Les affiches de propagande sont dans le petit sachet qui est là. Elles sont là. C'est pareil, elles ont un recto et un verso pour le mode avancé. Vous utilisez que le recto sans le mégaphone, où il y a marqué 10 points de victoire, c'est ça qu'il vous faut. Vous avez 5 affiches chacun. Le jeu se joue avec 5 affiches pour chaque joueuse. Il y a vous prenez 5 affiches correspondant à la couleur de votre pion. Il y a des affiches bleues, des rouges, des jaunes, des vertes. Vous pouvez poser une affiche si vous remplissez les conditions d'un quartier. Par exemple, au paradis fiscal, on voit qu'il y a 4 militants bleus de dessiner 2 marrons et 1 vert. Donc si je veux poser une affiche, je dois dépenser, donc c'est-à-dire perdre 4 militants bleus sur ma jauge, 2 marrons et 1 vert. Et en plus, je dois payer des ressources. 2 de médiatisation et 6 télé. Non, 2 de médiatisation et 6 d'or. Je commence à fatiguer, hein. C'est plus d'une heure d'explication de règles. 2 de médiatisation et 6 d'or. Ensuite, je pose mon affiche de propagande sur le paradis fiscal, qui me permettra de piocher plus et d'avoir des points de victoire. Les autres joueuses peuvent poser des affiches avec la mienne. Il n'y a pas une place par quartier. Je peux également, moi, poser plusieurs fois une affiche dans le même quartier. Je peux également poser des affiches dans des quartiers dans lesquels je ne me trouve pas. Je peux être dans la forêt des ouvriers et poser des affiches dans le paradis fiscal. La seule condition, c'est que ça soit pendant mon tour, n'importe quand pendant mon tour, et que je dépense les ressources qui sont affichées sur la petite tuile correspondante. Les ressources ne sont pas les mêmes dans toutes les tuiles. Il y a toujours 2 de médiatisation, 2 télé et 6 d'or, en fait. Mais les militants demandés, les combinaisons de couleurs ne sont pas toujours les mêmes. Là, à la forêt des ouvriers, c'est 4 verts, 2 bleus et 1 rouge. Si vous voulez retrouver facilement, en fait, là, c'est expliqué. Ici, là, au milieu de la page, à gauche, il y a un schéma qui permet de comprendre avec quel type de combinaison de couleurs vous pouvez poser les affiches. Là, il récapitule ce qu'on vient d'expliquer. 4 bleus, voilà, tout est bien expliqué. Les ressources que ça vous coûte de poser l'affiche. Et après, paf, vous posez l'affiche sur l'emplacement. Ça permet d'avoir des avantages. Poser des affiches, c'est des points de victoire et des pioches en plus. Plus vous pouvez piocher, plus vous pouvez jouer de cartes sans vous inquiéter du tour d'après. Parce que si vous jouez plein de cartes, mais que vous ne pouvez pas beaucoup piocher, le tour d'après, vous aurez que 2-3 cartes en main et ce sera un tour un peu compliqué. Alors que plus vous avez d'affiches de propagande, plus vous allez pouvoir jouer, car vous allez pouvoir plus piocher et récupérer une main pleine pour le tour prochain. Maintenant, on va voir comment on gagne la victoire, voilà, le score, en gros.
Les petits pictos avec le laurier représentent bien sûr les points de victoire. Les affiches de propagande rapportent 10 points de victoire. Donc à la fin de la partie, on compte. Chaque joueur a combien d'affiches de propagande? Si vous en avez 2, ça fait 20 points, 3, 30 points, etc. La majorité des militants rapportent des points de victoire aussi. On compte. Regardez dans chaque quartier qui est le joueur avec le plus de militants, ainsi que le second. Le premier joueur, donc le joueur qui a le plus de militants dans un quartier, gagne 3 points de victoire. Et le deuxième en gagne 1. Et on fait ça pour chaque quartier, il y en a 4. Si des joueurs sont ex-aequo, 2 ou plus, hein, ça pas... ils sont considérés comme premiers ou deuxièmes tous les deux. Si tous les joueurs sont ex-aequo, ils sont tous premiers en fait. Si 2 joueurs sont ex-aequo premier, 2 joueurs sont ex-aequo deuxième, bah les 2 joueurs ex-aequo premiers sont premiers et les 2 joueurs ex-aequo deuxième sont deuxièmes. Ils rapportent les points équivalents. C'est-à-dire les premiers gagnent 3 points et le deuxième gagne 1 point. La petite astuce, moi je trouve, c'est on fait le décompte du premier quartier et ensuite chacun place son curseur sur le nombre de points qu'il a gagné par rapport au quartier en question. Moi, c'est la petite aide mémotechnique que j'utilise pour raconter les points. Donc on fait ça pour chaque quartier. Si vous êtes premier dans tous les quartiers, ça fait quand même 12 points. Sachant que si vous avez le jeton premier joueur, c'est un petit désavantage en fin de partie parce que c'est plus simple de jouer en dernier et de pouvoir voir là où en sont les autres dans leur quartier pour aviser sa dépense ou non de militants. C'est une stratégie risquée de jouer la priorité des militants, surtout si vous jouez à 4 parce que vous ne savez pas ce que vont faire les autres joueurs. Alors que la fiche de propagande, c'est sûr, vous êtes sûr de gagner les points de victoire. Les cartes Merlin, si à la fin de votre tour, à la fin du jeu, vous avez des cartes Merlin en plus, en main, elles rapportent toutes 2 points de victoire. Voilà, comme ça, si on vous agresse alors que vous avez joué votre dernier tour et que c'est terminé, et que vous montez sur votre jauge de Bad Buzz, bah vous avez quand même une compensation. C'est-à-dire que vous allez récupérer des cartes Merlin, ça vous fera des points de victoire. On ne va pas vous agresser gratuitement en fin de partie. Le niveau de richesse, c'est pas compliqué. On a vu qu'il y avait un niveau de médiatisation tout à l'heure. 0, 3, 6, 9. Vous voyez? Bah, il y a 4 paliers, donc on dit qu'il y a un niveau de 1, 2, 3 ou 4 de médiatisation. Votre niveau de médiatisation, c'est 1, 2, 3 ou 4. Votre niveau de richesse, c'est pareil. Il y a des paliers vers 0, 10, 20, 30. Donc 1, c'est 0, 2, c'est 10, 3 et 4. Vous avez 4 cases vertes, vous avez 4 cases vertes. Vous comptez. Si je suis à 6 de médiatisation et à 30 d'or, c'est-à-dire que je suis à 3 en termes de niveau de médiatisation, c'est le troisième palier, et 4 de niveau de richesse, c'est le quatrième palier 30. Donc je fais 3 fois 4, 4 et 4, 8 et 4, 12, ça fait 12 points en plus. D'accord? Donc le maximum ici, bah c'est 16, 4 fois 4, et le minimum, bah c'est 1. Si je suis à moins de 10, donc je suis à 0, je suis admettons à 5 d'or et 1 de médiatisation, parce que je suis nul, ça fait 1 fois 1 égale 1. Voilà, vous avez différents paliers, vous les multipliez. C'est là, il y a le petit rappel de cette addition, cette multiplication. Et pour finir, vous avez votre niveau de civisme, qui fait 10, 9, 7, 4, 0 points. Ou moins 5 si vraiment vous êtes tombé à 0. Donc voilà, avec ça, vous avez déjà une bonne base de calcul de points de victoire. Le dernier point, c'est les améliorations de revenus qui rapportent juste un point de victoire, mais on ne les a pas encore vues dans les cas spécifiques. Et c'est les dernières minutes d'explication, les cases spéciales. Il y a 2 cases spéciales. Vous voyez qu'il y a 2 cases qui ne rapportent pas des ressources. Regardez, c'est la case des elfes d'en haut et la case du sous-marin des reptiliens, qui sont les plus funky, mais qu'on va voir tout de suite. Avec tout ça, vous avez vos nombres de points de victoire. Vous additionnez vos améliorations de revenus si vous en avez. On va y venir. Vous comprenez bien qu'avec tout ça, c'est des fois difficile de définir qui est devant, qui est derrière. Ça demande un peu d'expérience et un peu de feeling. Il y a des choses qui peuvent renverser la situation. L'idée, c'est que on va retrouver un feeling de sondage. On sait à peu près qui est premier, mais on n'est pas sûr. On rappelle que c'est un jeu électoral. On est là pour retranscrire des sensations électorales. Amélioration de revenus. Donc les améliorations qu'on gagne sur le plateau, sur la case du sous-marin des reptiliens, rapportent un point de victoire. Le mode aventure, on s'en occupe pas pour l'instant. La conclusion du score, on pourrait la lire.
à peu près ce que je viens de dire en termes de feeling. Et on termine avec les elfes d'en haut. Et enfin, on termine avec les cases spéciales qui sont les elfes d'en haut et le sous-marin reptilien. La case elfes d'en haut a une petite couronne où il y a marqué reportez-vous aux cartes des zeppelins des elfes d'en haut, qui sont les 4 cartes qu'on a placées sur le plateau en début de partie, en début de mise en place. Chaque carte a une petite couronne, ça nous rappelle, cette couronne représente les conseillers des elfes d'en haut. Il y en a 4. Et on voit que chaque carte représente un quartier. Il y a les 4 pictos de quartier. On se demande pourquoi. C'est très simple, c'est des perma-ressources en fait. On va voir ça ensemble. Quand je vais sur la case des elfes d'en haut, je peux prendre gratuitement n'importe laquelle qui est disponible. D'accord? Ou, je fais l'un ou l'autre. Ou, pour 2 d'or, je peux voler à un autre joueur qui aurait déjà un conseiller, un de ses conseillers. Exemple, moi j'y vais en premier. Je récupère un conseiller d'en haut, celui qui a le picto de la forêt des ouvriers, par exemple, avec l'œil. Hop, il est à moi. On va voir à quoi ça sert plus tard. Ensuite, un autre joueur arrive. Paf, il va aussi avoir les elfes d'en haut. Il a le choix, soit il récupère un des 3 restants gratuitement, ou soit pour 2 pièces d'or, comme écrit en bas de la page, je vous reformule ce qui est déjà écrit. Il va me voler le mien, et moi je gagnerai un de bad buzz en échange, bien sûr. À quoi ça sert d'avoir des elfes d'en haut? Ça sert à plusieurs choses. Déjà, il y a des cartes, comme on le voit, le ruissellement magique, là, à gauche, à droite. On les reconnaît très bien, ces cartes, parce qu'il y a le zeppelin dessus, en illustration principale. On ne peut pas louper. Qui ont une interaction avec le nombre d'elfes d'en haut qu'on gagne, qu'on a. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire 2 d'or / couronne? Ça ne veut pas dire 2 d'or ou une couronne. Ça veut dire 2 d'or par couronne. Parce que pour le OU, on a le OU. Ici, dans Magic Propagande, le OU est symbolisé par la lettre O et la lettre U rattachées. Tout simplement, ça fait OU. Là, c'est 2 d'or par couronne. Donc si j'ai un petit bug ici d'affichage. Donc si j'ai pas de carte d'elfe d'en haut, cet effet c'est 0 d'or. Si j'en ai une, c'est 2. Si j'en ai 2, c'est 4, etc. Si j'ai les 4, ça fait 8. C'est très très fort d'avoir les 4 et d'aller chasser les cartes elfes d'en haut, qui ont un 2 de cartes identifiables. Ça, c'est son premier effet situationnel, parce qu'il faut avoir les bonnes cartes, il faut aller les chercher, il faut savoir là où elles se trouvent, il faut peut-être avoir un peu plus de bouteilles. L'effet brut de décoffrage, c'est l'effet des pictogrammes. Vous voyez bien qu'il y a un pictogramme par elfe d'en haut. Et ce que ça veut dire, c'est que quand vous utilisez un effet optionnel, comme celui-là, où il y a besoin de 1 picto sourire plus 2 pièces d'or, eh ben, vous n'avez plus besoin d'utiliser le picto sourire si vous avez avec vous le conseiller d'en haut sourire. Si vous avez avec vous le conseiller d'en haut nuage, par exemple, à chaque fois qu'on vous demande de sacrifier un nuage, ben vous n'avez pas besoin de le faire. Vous avez déjà le conseiller. Donc ça peut être assez fort. Allez chercher ces cartes quand vous en avez besoin. Sur le très long terme, c'est un peu risqué parce que vous pouvez perdre du temps à aller chercher cette carte. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, les autres peuvent venir vous la voler. Et vous avez perdu du temps pour gagner un de bad buzz. C'est dommage. Quand le pictogramme couronne est isolé, là on voit un sourire et 2 d'or pour une couronne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire activer l'effet de la case zeppelin. On voit que sur la case les elfes d'en haut, il y a la couronne toute seule. Et cette couronne toute seule veut dire aller chercher un elfe d'en haut, un conseil d'elfe d'en haut, ou aller en voler un. Et bien là c'est pareil. Si je paye un sourire et 2 d'or, je peux aller en chercher, activer l'effet de la case en fait, même si je ne suis pas dessus. Donc si j'ai le sourire en plus en elfe d'en haut et que j'ai pas besoin de le payer, c'est-à-dire que pour 2 d'or, je peux aller en récupérer un autre. C'est écrit là, lorsque le pictogramme couronne est seul, comme dans l'effet optionnel ci contre, cela veut simplement dire bénéficier de la case elfe d'en haut. Avoir les elfes d'en haut est un atout considérable pendant la partie. Voilà, et là je réexplique le fait que ça m'évite de sacrifier des pictogrammes. Donc là on voit l'effet, on va le rappeler. Il y a le petit rouage, paf. Moi j'ai celui avec le petit rouage, paf, je joue une carte qui me demande de sacrifier un rouage, j'ai pas besoin de le sacrifier.
on pense bien, comme on n'est pas en mode avancé, à ne pas retourner la carte, qui serait pour le mode avancé Queen Kong. Ensuite, deuxième tuile, deuxième tuile, le sous-marin reptilien. Donc le sous-marin reptilien, c'est une case qui permet d'avoir des améliorations de revenus. On avait vu cette petite piste, elle est où? C'est cette petite piste-là, sur laquelle, de l'autre côté, il y a le Propapoulpe, qu'on ne veut pas voir tout de suite. C'est cette piste-là sur laquelle on a posé 4 améliorations de revenus, tirées au hasard. La case sous-marin des reptiliens est rattachée au pictogramme, une petite antenne magique. C'est comme l'autre case, en fait, où il y a une couronne. Il y a un pictogramme qui signifie un effet, en fait. Et cet effet, c'est consulter le conseil d'en haut pour les couronnes, consulter les cartes du conseil d'en haut, ou consulter la tuile du sous-marin pour la petite antenne. Lors de la mise en place, vous devez placer sur la piste du sous-marin reptilien les cartes amélioration qu'on a déjà vues, blablabla. Notez qu'au-dessus de chaque amélioration, il y a une combinaison de 2 quartiers. Donc on voit que les améliorations de revenus, il y en a 4, et au-dessus de chacune d'elles, il y a une combinaison de 2 pictogrammes. Ça veut dire que quand vous allez aller sur la case des reptiliens, il y a la petite antenne magique, qui veut dire activer la tuile du sous-marin des reptiliens. Sur cette tuile, en l'activant, vous avez 4 combinaisons de pictogrammes. Votre but, si vous ne pouvez pas le faire, vous perdez votre temps. Hein. Donc le but, c'est d'avoir une de ces 4 combinaisons. Si vous en avez une, vous pouvez sacrifier ces 2 cartes. Donc par exemple, pour le premier, c'est un rouage et un nuage. Je sacrifie un rouage et un nuage, je les défausse, je ne pourrai plus les utiliser. Et je prends l'amélioration de revenu qui est en dessous de cette combinaison de pictos. Cette amélioration de revenu, je vais la mettre sur une des tuiles de revenu, une des 4 tuiles. Elle va la recouvrir. L'ancien revenu ne me sera plus accessible, attention. Il peut y avoir des couacs. Je peux me retrouver dans une situation où je ne peux plus gagner de médiatisation ou autre. On réfléchit, là on la pose. Après, ça peut être une stratégie aussi de jouer full one ressource. Hein. Mais c'est quand même bancal. On va pas se mentir. Vous prenez votre amélioration de revenu, paf, vous la posez là où vous voulez. Et elle recouvre l'ancienne amélioration. Et maintenant, quand vous êtes au palier, vous gagnez, au lieu de l'ancien revenu, le nouveau revenu. En plus d'avoir un point de victoire supplémentaire. Donc c'est ce qui est expliqué là en gros. Hein. Hop là, vous la placez, paf paf, vous avez perdu 2 cartes. Et vous remettez une nouvelle amélioration de revenu à la place de celle que vous venez de prendre sur le plateau reptilien. Il y en a toujours 4. Comme pour les elfes d'en haut, il y a des cartes qui vous permettent de gagner des ressources en fonction du nombre d'améliorations de revenus que vous avez. C'est par exemple la 4 d'or / amélioration de revenus, qui sont des cartes encore plus violentes que pour le conseil de haut. Et là, plus vous avez une amélioration, plus ça vous rapporte de ressources. Ça marche de la même manière. Et voilà pour cette lecture du livre de règles qui était un petit peu chaotique parce que j'ai pré-shot des explications. Elle est encore plus complète que le livre de règles parce que là j'ai vraiment insisté. On est revenu sur des exemples, tout ça. J'espère que vous avez tout compris. Le livre de règles est terminé pour jouer au mode découverte. Après on verra le mode aventure dans une deuxième vidéo. Si pendant l'explication des règles vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça j'y répondrai, ça fera une genre de FAQ. Ça sera vraiment chouette. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est à passer de bonnes parties de Magic Propagande, refeuilleter le livre de règles si besoin. Tout à la fin du livre, il y a une petite surprise, il y a la règle de la démocratie si vous voulez me changer des choses. On en reparlera de la règle de la démocratie dans la partie mode aventure. Donc voilà, il y aura une deuxième vidéo avec le mode aventure. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets. Je vous tiens bientôt au courant pour les goodies qui arrivent. Et voilà, amusez-vous bien. Bonne partie. Tchuss!